Webinaire, donc on l'a intitulé Progresser collectivement dans l'égalité de genre, quels outils pour renforcer sa démarche, comment identifier les points de résistance et surtout comment les dépasser. Voilà, on voulait répondre aussi à des questionnements d'acteurs des musiques actuelles qui se disaient mais comment je peux faire? Ou alors j'ai démarré il y a quelque temps une réflexion collective autour des inégalités et comment les dépasser, mais j'ai l'impression qu'on n'avance plus, ou il y a certaines résistances qui s'expriment, ou alors comment progresser au-delà des premières actions qui ont pu être mises en place. C'est un peu ces questions qui ont guidé l'idée de ce webinaire. Nous avons invité pour lancer les échanges différentes personnes. Donc, Alix Davas, qui est chargée de mission Sturm en Bretagne pour la lutte contre le sexisme dans les musiques actuelles en Bretagne. Est-ce que Alix, oui, voilà, tu es là, donc vous l'avez voilà, à l'écran. Marion Delpech et Cindy Lediez, qui sont cofondatrices d'Actrite. Marion et Cindy, voilà, elles sont là. Également Chloé Esdrafo, qui est formatrice, consultante et coach certifiée et qui au sein d'une association qui s'appelle Des Perspectives. Voilà, elle est là. Et donc, j'excuse Laure Hubert-Rodier de l'UFISC, qui est au fond de son lit et qui m'a envoyé un SMS ce matin. Elle pensait pouvoir nous rejoindre, mais vraiment trop souffrante. Donc, nous n'aurons pas Laure avec nous, mais voilà, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Donc voilà, ce webinaire, il a pour enjeu de partager des initiatives, des process et des dynamiques qui peuvent faciliter l'entrée ou la progression dans les démarches d'égalité de genre dans les musiques. Partager aussi des freins rencontrés et on vous interpellera aussi là-dessus, sur qu'est-ce qui a pu questionner ces démarches, si vous en avez porté ou si vous souhaitez en porter. Observer ce qui se passe à ces endroits de blocage collectif et individuel. Les deux entrées pourront être questionnées également. Et puis, peut-être partager des outils qui permettent de comprendre un petit peu les mécanismes de résistance et au changement et surtout de comment les contourner ou les dépasser. Nous allons donc commencer par une première phase en questionnant deux initiatives, celle du pacte initiée par le collectif HF Bretagne que Alix Davas va nous présenter et celle du label qualité imaginée et portée par Actrite. Alix, peut-être si on commence avec toi, je voulais te demander de quel constat, départ ou besoin que vous aviez identifié est née votre initiative du pacte HF. Enfin, voilà. À quoi vous souhaitiez répondre en créant ce pacte? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, pour clarifier un peu, donc moi, je travaille sur un projet, comme l'a mentionné Stéphanie, qui s'appelle Sturm, qui est un projet collectif de lutte contre le sexisme dans le secteur des musiques actuelles en Bretagne, qui est coporté par 5 structures au niveau régional. Donc, il y a effectivement l'association HF Bretagne, il y a aussi le collectif des festivals, Supermap, qui est le réseau de musique actuelle régional, le collectif Orange Bleu qui travaille sur des questions de réduction des risques en milieu festif, et puis le festival Astropolis, qui ont souhaité en fait créer un poste pour faire à la fois de la formation, de l'accompagnement, de la création de ressources sur les questions de sexisme dans le secteur des musiques actuelles. Et donc dans ce cadre-là, on a repris le pacte pour l'égalité qui avait été créé par HF dès 2017. Moi, ça fait 2 ans que je suis en poste depuis 2021, donc c'est quelque chose qui précède mon arrivée sur sur ce poste-là. Et donc, en fait, il a été créé par HF Bretagne, qui est une association militante qui voulait diffuser justement les enjeux d'égalité au niveau régional vis-à-vis des structures, notamment de musiques actuelles. Donc, elle travaille sur plusieurs aspects au niveau de la culture, et il y a un groupe de travail musiques actuelles qui a construit cet outil. Et en fait, le constat qu'il y avait, je pense, c'était vraiment un passage à l'action qui était nécessaire. En fait, elle voyait beaucoup de tables rondes sur le sujet qui étaient abordées, beaucoup de constats qui étaient faits sur les inégalités et des chiffres qui étaient amenés, voilà, qui montraient l'ampleur des inégalités dans les moyens accordés aux femmes, aux hommes, aux personnes non binaires sur les événements, dans les enjeux de programmation aussi. Et je pense qu'il y avait vraiment un besoin pour elle de sortir du constat et de dire, en fait, il y a des choses concrètes qui peuvent être mises en place. Et donc, l'idée de ce pacte, c'est vraiment d'avoir un peu c'est un menu d'action, en fait. Donc, c'est-à-dire que c'est un document qui rassemble un ensemble d'actions qui peuvent être mises en place par les structures, à la fois dans leurs activités et puis en interne,
et qui leur permet justement en fait, de proposer voilà, des choses très concrètes et d'essayer un peu justement de sortir des positions de principe et d'aller plutôt vers du concret, de dire que certes, il peut y avoir des difficultés en termes de moyens, en termes de possibilités de mettre en place des choses, mais là, en fait, c'était l'idée de pouvoir présenter quelque chose d'assez concret avec une diversité d'actions qui sont certaines plus faciles que d'autres à mettre en œuvre et de pouvoir dire un peu, voilà, c'est possible de commencer, y compris par des petites choses, mais c'est un peu voilà, de stimuler ce passage à l'action. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est assez utile justement ouais, pour des structures parce qu'il y avait ça aussi, en fait, les personnes ne savaient pas forcément par quel bout prendre, comment justement avancer sur l'égalité, quelles sont les premières choses qu'on peut faire. Et donc, l'idée, c'était là de pouvoir proposer un peu quelque chose, pas clé en main, mais en tout cas d'avoir plein d'options et de permettre aussi de redonner aux personnes la capacité de choisir, en fait, et de leur dire, voilà, ça, c'est ce que nous, on peut proposer. Et puis, à vous de voir de quoi est-ce que vous voulez vous saisir dans vos structures, qu'est-ce qui peut correspondre un peu à vos contraintes, à vos besoins. Donc voilà, il y avait cette idée vraiment d'avoir un outil assez concret, en fait. Ok, merci Alix. Est-ce que peut-être on va poser la même question à Actrite et on montrera le pacte après. Cindy et Marion, de votre côté, qu'est-ce qui vous a donné cette envie de lancer le label Égalité? Comment ça va? Concrètement, nous, ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on travaille chacune dans le secteur des musiques actuelles pour nos propres projets. Donc, Cindy qui est agent et manager d'artistes et qui fait de la production d'événements et moi qui faisais aussi de la production d'événements. Et finalement, c'est plutôt le terrain et les expériences qu'on peut vivre, hein, j'imagine, comme toutes et tous on peut connaître ici, en fait, qui ont fait qu'on a voulu s'engager vraiment aussi sur ces questions-là en parallèle. Ça nous semble plus réellement possible en fait d'être juste spectatrice de situations, voire comportements violents. Donc au final, on s'est dit qu'on allait essayer de proposer en tout cas un projet qui allait un peu prémâcher le travail pour tout le monde, on va dire. D'où l'idée du label de qualité. Qu'on a commencé à développer en 2019, je crois, notamment avec pas mal d'allers-retours avec les institutions et notamment le CNM dessus. Et l'idée au départ, même si on était parti sur un axe plutôt autour des violences, harcèlement sexiste et sexuel, une question en amenant une autre, ça a ensuite rebondi sur la réduction des risques, donc tous les comportements à risque, drogue, alcool, sexe, l'éco-responsabilité et également la responsabilité sociale, finalement un peu tous les enjeux assez sociétaux et actuels du moment. Et l'idée, donc voilà, c'était vraiment en fait de mettre à disposition un outil qui inclut des formations, des ressources, de l'information aussi, et d'accompagner vraiment chaque structure en fonction de leur spécificité et typologie. On sait très bien qu'un festival qui accueille énormément de public va pas avoir les mêmes problématiques qu'une salle de concert dans une petite ville, etc. Donc, c'est vraiment faire du cas par cas et partir sur, en tout cas, les problématiques actuelles inhérentes nos secteurs d'activité. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Cindy? Oui, non, tu n'as pas oublié, mais après, c'était vraiment une question, effectivement, de se poser la question de l'amélioration continue, sachant que on avait beaucoup de retours des pros qui nous disaient que oui, mais on ne sait pas comment faire, c'est beaucoup de choses, etc. Alors, c'est vrai que si on relie les 4 volets, etc., parce que la question de qu'est-ce qu'un événement, un festival responsable, etc., elle est quand même assez large. Et l'idée, c'est quand même de donner un plan d'amélioration continue sur 3 ans, en commençant avec des objectifs qui sont réalisables dès la première année, donc en donnant des choses assez simples, peu coûteuses à mettre en place au début pour avoir 50% sur chaque volet, et avec une marge de progression sur 3 ans, et de dire on continue de vérifier, de vous accompagner par la suite pour rester au minima au niveau qu'on a atteint au bout de 3 ans, ou de voir si on peut continuer, parce qu'on peut toujours continuer à s'améliorer. Merci. Alix, on peut peut-être partager le pacte si ça te dit? Oui. Ouais, alors, regarde, normalement, Oui. bim, vous le voyez? Ouais, super. Merci. Et je peux aussi l'envoyer le lien Oui. dans la Vas-y, discussion. on va. Alors, tous ces documents, pardon, ces informations vous seront retransmises avec la vidéo du webinaire, hein. On mettra les liens des documents, tout ça. Alors, ce pacte, Alix, comment il fonctionne et par rapport à l'idée générale que tu nous as présentée en introduction, comment on peut s'en servir? Oui. Donc, en fait, déjà, le pacte, c'est un document donc, voilà, qui est accessible en ligne. Je vous envoie le lien à tout le monde et qui rassemble en fait un ensemble de propositions d'action. Ouais, c'est bonne, les sessions finales.
de propositions d'actions qui peuvent être mises en place pour avancer sur les enjeux d'égalité de manière assez large, mais plutôt égalité de genre dans sa structure. Et donc, en fait, à la fois de pouvoir un peu se poser des questions. Il y a toute une partie, notamment autour du comptage, donc c'est-à-dire, en fait, c'est un peu des objectifs à atteindre. Par exemple, atteindre au moins un tel pourcentage de femmes à tel poste, atteindre au moins un tel pourcentage de femmes dans sa programmation. Donc, il y a toute une partie, voilà, à la fois sur l'interne, sur les activités aussi, donc de programmation, de médiation, voilà, sur pas mal de volets. Il y a aussi, ensuite une deuxième partie qui est, elle, plutôt sur la question des violences sexistes et sexuelles. Et donc là, ça va être, de pareil, un ensemble d'actions qui peuvent ou doivent être mises en œuvre dans la structure, pour lutter contre les violences. Et donc en fait, l'idée, c'est qu'à la fois, il y a en fait, ça peut être un outil «d'autodiagnostic» entre guillemets, et je sais que ça a été pas mal utilisé comme ça par, les structures avec qui on travaille, qui sont signataires, enfin, j'y reviendrai après, mais ça, voilà, ça permet en fait de cocher les cases et de se dire, OK, ben, là, sur ce volet, effectivement, on a mis pas mal de choses en place. Là-dessus, il y a des choses qu'on n'a pas faites, et ça permet de se situer déjà. Et puis ensuite, de pouvoir aussi se fixer des objectifs, se dire, effectivement, bah là, voilà, il y a tel volet, tel volet, tel volet sur lequel on aimerait avancer. Et donc ensuite, de pouvoir concrètement utiliser ça pour construire un plan d'action. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on souhaitait permettre par ce biais-là. Et donc ça, en fait, c'est n'importe qui peut s'en saisir, l'utiliser comme bon le semble, puisque c'est quelque chose qui est accessible librement. Et ensuite, notre ambition, enfin en tout cas, le potentiel qu'on voyait aussi dans cet outil-là, c'était vraiment d'en faire quelque chose de collectif et de pouvoir justement favoriser le partage, la mutualisation, parce qu'en fait, ça permet de se dire, ben, moi, je veux m'engager sur cette action sur l'année à venir, mais du coup, qui va le faire aussi et comment est-ce qu'on peut créer du lien, ou aussi qui l'a déjà fait et comment est-ce que je peux m'inspirer de cette dynamique-là. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un moyen en fait, de rassembler un peu les personnes qui utilisaient le pacte. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place un système de signature. Donc, c'est-à-dire que au-delà de l'utilisation du pacte, en fait, c'est possible de devenir signataire. Donc, ça veut dire que les personnes signataires s'engagent à mettre en œuvre, déjà avoir mis en œuvre un minimum d'actions du pacte pour pouvoir être signataire. Donc, c'est pour ça qu'il y a un système de points sur le côté, là, dans les petites vignettes jaunes. C'est qu'en fait, sur chaque action est associé un nombre de points qui est plutôt lié à la difficulté de mettre en œuvre cette action-là. Après, voilà, c'est des choses qui sont assez arbitraires. On a bien conscience que ça dépend de plein de choses en fonction des types de structures. Mais l'idée, c'était de pouvoir quand même avoir une genre d'unité de mesure. Et c'est pas pour noter les gens, mais c'est plutôt pour leur permettre voilà, de mettre en place un minimum. Enfin, nous, en tout cas, c'est ce qu'on voulait dire, que pour pouvoir être signataire du pacte, il faut quand même avoir mis en place un minimum d'actions. Mais je crois qu'on avait donné un minimum de 15 points. Donc, en fait, c'est quelque chose qui s'atteint assez rapidement, puisque le but, c'était pas que ce soit contraignant ou que ça puisse mettre en difficulté des structures qui ont moins de moyens et qui peuvent pas, du coup, mettre en place les actions de la même manière. Et donc, en fait, voilà, les personnes signataires s'engagent à avoir mis en place certaines actions et puis s'engagent tous les ans à, en fait, mettre en place d'autres actions du pacte. Et donc ça, c'est un peu la condition de la signature. Et l'autre aspect de la signature, c'est que en fait, les personnes qui deviennent signataires, elles s'engagent aussi à faire partie, en fait, à désigner une ou plusieurs personnes dans leur structure qu'on a dénommées les personnes relais et qui vont faire le lien entre leur structure, les autres signataires et puis nous, enfin le projet Storm qui du coup HF Bretagne et puis moi qui coordonnons un peu tout ça. Donc en fait, on voulait vraiment créer un genre de groupe de travail, mais plutôt élargi, un groupe de signataires qui puissent échanger de manière régulière, de manière simplifiée, qui puissent se rencontrer, qui puissent construire ensemble aussi à la fois, en fait, voilà, de trouver des réponses justement aux objectifs qui peuvent se fixer à partir du pacte, pouvoir aussi faire évoluer le pacte, nous faire des retours sur le contenu, sur les actions. En fait, l'idée, c'est que ce soit quelque chose de participatif, et pour nous, c'est vraiment l'aspect le plus important, en tout cas, autour de cet aspect signature. Et donc voilà, donc là, il y a on avait fait une première campagne de signature en février. Là, on est un peu en train de revoir aussi le pacte, de revoir un peu toutes ces conditions. Donc, on a un peu mis les signatures en pause. Mais aujourd'hui, on a une trentaine de structures qui sont signataires en Bretagne et qui peuvent se retrouver. Donc, c'est 2 fois par an qu'on a organisé des réunions en présentiel qui durent une demi-journée, qui sont accueillies par, en général, Bonjour Minuit, donc une SMAC à Saint-Brieuc en Bretagne qui est signataire. Et donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir assez régulièrement un temps de travail collectif où on fait un peu un état des lieux sur qui on est où sur le pacte et puis sur d'autres actions aussi qui ne seraient pas dans le pacte.
comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui pose problème, et de pouvoir un peu discuter de tout ça. Et ensuite, de pouvoir aussi se fixer des envies, des objectifs d'action, se dire, voilà, là, il y a tel sujet qui revient de manière récurrente, comment est-ce qu'on peut le travailler collectivement? Comment est-ce que nous, au niveau de Sturm, du coup, le projet que je porte, on peut apporter un appui? Donc, ça va être, par exemple, aller chercher de la ressource, créer des ressources sur certains sujets, organiser des petits temps de partage en visio, des temps d'information. Enfin, en tout cas, voilà, essayer d'identifier un peu, voilà, aussi créer, enfin, produire des nouvelles formations, puisque s'il y a des sujets de formation qui sont identifiés, c'est quelque chose qu'on peut aussi proposer. Et voilà, et donc ces temps-là permettent d'échanger là-dessus et de créer du collectif. Et on a aussi mis en place un serveur Discord pour permettre aux personnes qui sont signataires d'échanger aussi de manière assez rapide, de pouvoir dire, voilà, nous on fait ça en place, on a une petite question sur ce sujet, est-ce que quelqu'un l'a déjà fait, comment est-ce que ça s'est passé? Et donc voilà, et donc actuellement, c'est pas mal autour de cette idée-là d'animer un peu ce groupe-là, et d'essayer justement de naviguer en fait parmi tout ce dont tu parlais, les résistances, les difficultés, et de se dire que c'est pas une solution clé en main, c'est un premier pas, et qu'ensuite c'est aussi un travail un travail de réflexion collective en fait, pour essayer de voir justement ce qui peut être fait pour avancer là-dessus. Et donc, alors, si je comprends bien, il y a plusieurs usages possibles de ce pacte. Il peut y avoir un auto-usage, c'est-à-dire regarder un petit peu les items proposés pour déjà faire un diagnostic de où on en est dans sa structure. Oui, c'est ça. Et par exemple, se dire, donc on doit vous conseillez de faire 15 points minimum par an, c'est ça? Non, en fait, le système des points, c'est plutôt pour être signataire. C'est-à-dire que les personnes qui veulent être signataires et qui puissent en plus ensuite le dire, enfin voilà, dire qu'elles sont signataires du pacte et pouvoir faire partie justement du groupe des signataires, c'est un minimum de 15 points et puis après un engagement à progresser un peu tous les ans. Mais après, sinon, les personnes qui utilisent le pacte, elles l'utilisent comme bon leur semble. Enfin, je veux dire, c'est un outil supplémentaire qui va être accessible en ligne et qui peut être utilisé sans forcément qu'il y ait de signature. Ça peut voilà, être à elles de voir ensuite comment elles veulent s'en saisir. D'accord. Et donc, par exemple, si on construit un plan d'action pour l'égalité intégrant la lutte contre les VSS, c'est 3 points. Le 3, ça correspond au nombre de points. Voilà, c'est ça. Ça. Et en gros, cette accumulation de points, c'est-à-dire permet de dire au final, si vous avez 15 points, vous pouvez devenir signataire. Et donc voilà, c'est quelque chose ça va assez vite parce qu'il y a certaines actions qui valent un point, mais qui sont souvent déjà faites ou qui sont pas très compliquées à mettre en œuvre. D'accord. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de partager autour du pacte? Ça vous semble clair pour l'instant? Vous pouvez y revenir quand vous voulez, hein. Mais voilà, si jamais il y avait des besoins de précision ou de questions à ce moment-là, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Alix, pour ce premier tour. Premier tour. Il y a un petit, non, c'était un petit bravo, ce n'était pas une question, j'ai cru que c'était une main. Donc, c'est 2 réunions au niveau régional Bretagne par an pour les structures qui sont signataires de ce pacte, voilà, qui sont animées par le mouvement HF Bretagne. Qui sont animées par moi et en général une personne de HF. Ouais. En fait, l'idée aussi, c'était que moi, je suis en CDI à temps plein sur cette mission-là. Et en fait, à HF, c'est que des bénévoles militantes. Et donc, l'idée, c'était aussi de pouvoir permettre à ce que, enfin, le fait que Sturm, donc le projet que je coordonne, ait repris le pacte, c'était aussi parce que voilà, il y a cet équilibre. Enfin, en fait, en tout cas, avant qu'on arrive, elles n'avaient pas eu le temps, justement, les militantes, de le remettre en forme, de mettre en place tout ce système de signature. Elles n'avaient pas eu la possibilité de le faire parce qu'elles n'avaient juste pas le temps, en fait. Et donc, c'était aussi l'idée que moi, je puisse le reprendre dans ce cadre-là. Et ensuite, effectivement, il y a tout le temps une personne de HF au moins qui est présente sur les réunions en co-animation, on va dire. Et c'est moi qui va faire tout le suivi avec les signataires et tout l'aspect un peu plus pratique, quoi. D'accord. Et tu dis qu'il y a à peu près une trentaine de structures signataires actuellement. Ce sont quoi, des festivals, des lieux? Comment ça se répartit? Oui, c'est surtout des festivals, des lieux aussi, toi, tu m'as appelé? des SMAC. Et puis, il y a quelques labels aussi, bureaux de production. Il y a aussi une fédération qui rassemble justement différents festivals de culture bretonne et qui, en fait, est aussi un peu dans cette logique de transmission et qui permet d'apporter les infos qui vont être partagées au niveau des signataires à leurs adhérents. Enfin,
c'est assez diversifié, mais c'est vrai que on est aussi là, ce que je disais, on est en train de, enfin, on pourra y revenir après, mais on est en train de réfléchir au fonctionnement du pacte et à son contenu. Il y a pas mal, enfin, en fait, l'idée, c'était aussi de pouvoir faire des mises à jour régulièrement. Et donc là, on va sans doute le faire, notamment pour essayer d'adapter ça plutôt à des plus petites structures, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments dans le pacte qui sont sur par exemple, le pourcentage de femmes à tel poste dans les structures et tout ça. Et parfois, en fait, il y a des structures qui ont un seul salarié, une seule salariée ou pas de salarié. Du coup, en fait, il y a tellement de fonctionnements diversifiés. Et nous, en Bretagne, on a quand même beaucoup de tout petits festivals, de festivals bénévoles, de structures qui ont des formes assez diverses. Et on a conscience que c'est pas toujours adapté à toutes les réalités. Et donc, l'idée, c'est aussi là qu'on va le reprendre, essayer aussi de voir, enfin, il y a un groupe de travail au sein de Supermab qui travaille pas mal avec des petites structures. Et donc, l'idée, c'était aussi de voir avec eux comment est-ce qu'on peut adapter le contenu pour que ça soit plus adapté enfin, voilà, plus proche de leur réalité. Donc voilà, on est aussi dans une démarche un peu d'expérimentation et d'essayer de l'améliorer régulièrement. Merci, merci Alix. Cindy et Marion, qu'est-ce que ce label égalité et comment ça fonctionne de manière concrète? Si une structure souhaite voilà, revenir vers vous par rapport à ce label, en quoi ça l'implique et qu'est-ce qu'elle va devoir faire? D'une certaine manière, désolée Cindy, je t'ai coupé. C'est un peu le même point de départ que ce que Alix disait, hein, dans le sens où on commence aussi par un état des lieux, où en effet, les structures qui souhaitent être labellisées ont un dossier, comme s'ils allaient limite déposer un dossier au CNM ou que sais-je, à remplir avec des pièces justificatives et justement un questionnaire par volet. Violence, harcèlement sexiste et sexuel, réduction des risques, éco-responsabilité, responsabilité sociale. L'idée au départ pour la structure, c'est vraiment de faire le point aussi justement en interne ou avec ses collègues, etc. Qu'est-ce qui est déjà mis en place, qu'est-ce qui est en cours de mise en place et qu'est-ce qui sera peut-être mis en place plus tard. C'est vraiment un travail d'audit au final, qu'on fait déjà soi-même et où nous, on accompagne quand même en même temps à côté s'il y a des questions, etc. L'idée dans le cadre de ce questionnaire, il est aussi accompagné de pas mal de ressources. Justement, c'est déjà de commencer en fait à réfléchir, à se poser des questions. Bon, en général, quand on arrive à ce stade-là, c'est qu'on se pose déjà des questions, mais c'est quand même voilà, de continuer la réflexion. Et ensuite, je te laisse continuer comme ça, on se dispatche. Non, c'est un peu ce qu'elle disait. Effectivement, on est obligé de commencer par un état des lieux. Donc, la première chose à faire, c'est peut-être de cocher les cases dans chaque volet, de dire voilà, on a mis ça en place, on a mis ça en place, on a mis ça en place, etc. Et sur chaque proposition qu'on fait, effectivement, on va avoir une petite pop-up qui va expliquer pourquoi cette proposition à cet endroit-là. Et en face, des ressources qui expliquent, par exemple, voilà, j'ai rempli telle case, j'ai pu la justifier parce que nous, comme on est sur un label, une certification, on va quand même demander des pièces justificatives. Et après, toutes les cases qui vont rester à remplir, on va pouvoir avoir des ressources en face qui vont nous permettre de mettre les choses en place, etc. Par la suite. Et une fois qu'on a, évidemment, comme n'importe quel label, on a un règlement intérieur à signer avant de déposer le dossier. On doit donner chaque pièce justificative qui va justifier la réponse qu'on a mise. Et après, ça va être étudié en commission d'attribution. Et nous, on a un comité d'éthique en fin d'année pour nous évaluer, nous. Et c'est-à-dire qu'après chaque commission, on va noter les axes d'amélioration. On a une grille d'évaluation continue pour nous et pour les structures par la suite pour l'accompagnement. Voilà, sur les points. En sachant qu'évidemment... Nous citer un ou deux exemples. Est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux exemples concrets d'actions, par exemple, dans le pacte, dans le label qualité? Vraiment, ça va être. C'est un petit peu comme ce qu'Alix elle a montré. Il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place. Si on prend le volet violence, harcèlement sexiste et sexuel, effectivement, dans sa structure, la première chose à faire déjà, c'est de commencer à en parler. Donc, effectivement, peut-être d'intégrer des points réguliers dans sa structure pour voir où on en est, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qui va le faire, comment faire un agenda, etc., ce genre de choses. Sur ces événements, ça va être encore quelque chose de différent. Est-ce qu'on fait de la prévention? Est-ce qu'on forme ses équipes? Voilà. Et sur chaque volet, on va être là-dessus. Sur la RSE, on va être effectivement sur la question de l'équité et de l'égalité salariale, de la représentativité.
en général, du respect, bien évidemment, de la loi en premier lieu. Notamment en termes de rémunération des artistes, etc. Voilà, et on a quand même un prérequis sur le volet violence, harcèlement sexiste et sexuel, c'est que les équipes aient suivi une formation sur la lutte contre les discriminations, harcèlement, violence, harcèlement sexiste et sexuel en milieu festif avant même de pouvoir déposer le dossier et effectivement justifier qu'ils sont dans les règles en matière de sécurité et d'emploi. D'accord. Et donc, on doit déposer sur les 4 volets. Oui, tout à fait. En fait, au départ, c'est vrai que ça a été une grande question pour nous. Est-ce qu'on les fait de manière séparée? Au final, on est assez persuadé que d'une certaine manière, quand on se lance dans, on va dire, une démarche vertueuse, d'une certaine manière, souvent, toutes les questions sont intimement liées. Bon, déjà, si on prend en effet celle des violences, harcèlement sexistes et sexuels, sont souvent reliées à la réduction des risques, en tout cas pour le public notamment. Pareil pour la responsabilité sociale en interne et l'éco-responsabilité, ça nous semblait évident en fait de l'inclure dedans. Donc, ouais, on s'est dit qu'on ne pouvait pas se passer d'un volet au final. Et que l'idée, c'était vraiment de centraliser un maximum de choses au même endroit. Nous, on n'est absolument pas experts en tout, évidemment. Hein. Bon, tout ce qui est VHSS, vraiment, c'est des sujets qu'on maîtrise parce qu'on donne des formations aussi dessus, etc. Responsabilité sociale aussi. Mais sur l'éco-responsabilité, évidemment, on n'est pas des experts de la transition écologique. Donc ensuite, ou de la réduction des risques. Donc on s'appuie aussi après sur de nombreux partenaires qui, eux, amènent aussi leur expérience et accompagnent les structures. Et finalement, c'est de la mutualisation de connaissances et de force aussi, d'une certaine manière, pour faciliter un peu la vie aux structures, parce qu'on sait qu'en général, on a toutes et tous la tête dans le guidon et que parfois, ce n'est pas évident d'ouvrir ce genre de sujet-là parce que c'est un peu flippant. Ça peut l'être, en tout cas, parfois. Ouais, nos partenaires qui sont en commission d'attribution ont travaillé effectivement sur des volets, donc des associations spécialisées dans la réduction des risques, d'autres spécialisées dans la transition écologique en milieu festif, etc. Voilà, parce qu'effectivement, on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout. On travaille dans le secteur, donc on a quand même une petite idée d'un certain nombre de choses. Mais voilà, et il faut savoir que nous, on siège, on est au comité d'attribution. On est là que pour faire la modération et faire des comptes rendus, retranscrire ce qui s'est dit, etc. Et qu'on n'a aucun pouvoir décisionnaire au niveau d'Actrite. Nous, on va traiter les dossiers en amont, mais au moment des comités d'attribution, on n'a aucun pouvoir de décision, en fait. D'accord. Est-ce qu'une structure qui démarre sa réflexion sur ces enjeux, est-ce que c'est pour vous l'outil adapté au sens où est-ce que si on coche qu'une case par volet, ça marche ou pas, ou il faut déjà avoir un background un peu plus poussé sur la démarche pour pouvoir rentrer dans la démarche label? Non, alors là-dessus, il y a un peu de points. Le premier, c'est qu'on demande quand même 1 an d'existence pour la structure, comme dans n'importe d'ailleurs dossier en général à droite à gauche. Mais à vrai dire, c'est d'autant plus agréable de bosser avec des structures qui sont au départ et de mettre en place des choses directement plutôt que d'attendre 10 ans ou 15 ans d'expérience où là, parfois, c'est plus compliqué de modifier les pratiques. Donc, au contraire, non, c'est accessible aux plus jeunes structures. Et également, l'idée, c'était pour nous de faire quelque chose qui soit évolutif dans la durée et un peu comme Alix, ce que tu disais tout à l'heure aussi, de ne pas faire quelque chose en fait qui soit compliqué à atteindre d'une certaine manière, d'où l'idée de faire en fait un label qui soit évolutif dans le temps. Et donc, la première année, c'est quand même quelque chose d'assez accessible où il faut 50% des points. Mais je veux dire, il y a des choses, par exemple, ça va juste être, est-ce que quand vous accueillez du public, vous avez des softs qui sont moins chers que la bière, par exemple, enfin, ou en tout cas que les alcools forts, quoi, des choses qui sont quand même assez simples. Mais ensuite, évidemment, ça augmente petit à petit. Et c'est au fur et à mesure des années où on rajoute des choses. Donc, non, même pour les petites structures ou qui viennent de démarrer, c'est même là où limite c'est le plus simple au final, parce qu'on peut penser les projets, les accompagner et tout de suite mettre en place des choses plutôt que de laisser pérenniser des situations parfois pas évidentes. Ouais, l'idée, c'était vraiment de dire on accompagne justement et on ne veut pas acculer les gens. En fait, enfin, on n'a aucun intérêt à acculer les gens. Déjà, 4 volets, c'est beaucoup. Donc, vraiment, c'est pour ça aussi qu'on fait un petit peu clé en main parce que on sait qu'il y a des choses qui sont très, très simples à mettre en place et que les 50%, si on veut les atteindre la première année, on peut les atteindre
assez facilement en mettant tout un tas de petites actions en place qui permettent de mettre le pied à l'étrier et de commencer à s'engager dans ce processus d'amélioration continue tout en douceur, quoi. D'accord. Combien de structures au jour d'aujourd'hui sont dépositaires du label? Alors, Écoutez, après 3 années de dur labeur depuis 2019, non, on l'a enfin officiellement lancé à la fin 2022. Donc, la première commission s'est déroulée la semaine dernière, lundi dernier exactement. On n'a pas encore annoncé les résultats ni aux structures, hein. Donc on ne dira rien ici. Mais donc, concrètement, là, on va dire qu'il y a à peu près une vingtaine de structures qui sont en train de constituer les dossiers, etc. On sait que ça va aller aussi crescendo. Et puis, pour nous, c'est aussi cool parce que ça nous permet tranquillement aussi de voir notre outil et aussi de l'améliorer, hein, évidemment. On sait que les choses, peut-être il y a des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, et puis il y a toujours de nouvelles choses. Donc voilà, au fur et à mesure, vas-y. Non, sur la première commission, c'était aussi une commission test pour nous, donc on n'a pas voulu prendre beaucoup. De toute façon, on a décidé de ne pas prendre beaucoup de dossiers, on n'a pris que 2 dossiers, quoi qu'il en soit. C'est aussi pour voir, nous, si le fonctionnement de la grille, etc., du label fonctionnait, sur nos outils de retour, si ça fonctionnait correctement, si la commission marchait bien. Voilà. Donc, on est content, tout fonctionne. Donc, on peut continuer comme ça. On a déjà commencé les axes d'amélioration pour la suite. Donc ça marche plutôt bien. Donc, on est ravis. Et après, là, on s'est vraiment axé sur le spectacle vivant pour commencer parce que c'est un peu c'est vraiment le cœur de notre métier et c'est là où on avait envie d'agir en premier. Mais à partir de septembre, on commence sur la partie label, en fait, où on va se positionner sur d'autres questions, c'est d'autres modes de fonctionnement et il y a d'autres choses à prendre en place, à prendre en compte, etc. Donc, on va décliner, en fait, le label vraiment agence et production phono, donc label, édition, machin, etc. Pour 2024. Ça, c'est la suite qui arrive. Et en sachant qu'il y a une commission par trimestre, pardon. Oui, il y a une voilà, commission donc, par trimestre. donc ça va quand même assez vite d'une certaine manière, quoi. Et notre certification, on la lance. Il nous faudra 1 an et demi d'existence pour lancer la certification du label au niveau institutionnel. Donc, l'année prochaine, on lance notre certification officielle via la FNOC ou le ministère de la Culture, je ne sais pas encore. Merci. De la même façon, est-ce que vous avez des questions à cette étape-là de nos échanges? N'hésitez pas. Ou des besoins de précision. Ou, voilà, n'hésitez pas. Pas de souci. Tout va bien pour le moment? Alors, ce que je vous disais en introduction, donc Laure Hubert-Audier qui travaille pour l'UFISC. L'UFISC, c'est une confédération de 18 réseaux culturels, du spectacle vivant, mais pas que, parce qu'il y a aussi les arts de la parole et du conte, par exemple, qui adhèrent à l'UFISC, mais majoritairement du spectacle vivant quand même, qui ont comme point commun de se reconnaître dans les principes d'action de l'économie sociale et solidaire. C'est ce qui a fondé l'UFISC en 1998. Donc, juste, je vais vous partager dans le chat d'autres outils d'autodiagnostic qui sont plus liés qui ont une entrée plus économie sociale et solidaire, mais qui sont aussi voilà, des grilles, en tout cas de questionnement que vous pouvez vous poser quand vous vous lancez dans une démarche d'égalité. Donc là, c'est le guide essentiel. Donc, vous l'aurez, on le remettra dans la restitution de ce webinaire, pardon. Et puis, une autre grille qui a été faite par l'UDES, hein, voilà, deux réseaux nationaux, syndicats de l'économie sociale et solidaire, qui ont posé aussi des critères, alors peut-être moins orientés spectacle vivant ou culture, mais qui sont orientés économie sociale et solidaire, et il y a forcément des points communs. Et ce qu'on se disait avec Laure en préparant ce webinaire, c'était que paradoxalement, le secteur de l'économie sociale et solidaire est très féminisé dans ses emplois. Il y a plus de 70% des femmes qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire. Pour autant, il y a aussi des disparités très genrées sur certains métiers, certains postes. Et Laure nous partageait que se questionnaient essentiellement aussi sur les modes de travail et de gouvernance des projets. C'est une des spécificités de se dire comment
on peut travailler et gouverner majoritairement des assos dans le SS ou des coopératives d'une manière plus équitable et égalitaire. Petit aparté, voilà, pour vous partager ces outils. Toujours pas de questions? Ou avez-vous des questions plutôt? Des besoins de précision? Non? Tout va bien? On va arriver sur une deuxième partie, justement, où on va pouvoir questionner un petit peu les freins qu'on rencontre, tant collectivement qu'individuellement. On voulait commencer cette deuxième partie en vous laissant aussi la parole, chers participants et participantes, dans vos structures. Si vous avez souhaité mettre en place des démarches d'égalité ou dans vos vies individuelles, à quels freins ou quels endroits de résistance vous êtes-vous confrontés? L'idée, c'était de pouvoir partager simplement des points qui vous questionnent, des points de blocage, pour qu'ensuite Chloé puisse aussi intégrer dans les retours qu'elle peut nous faire ces éléments-là. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin de grands exemples très longs ou très détaillés, mais de se dire, ben, tiens, moi, ça bloque là dans ma structure ou on ne dépasse pas ce stade-là parce que, ou alors des observations très générales. Enfin, voilà, il n'y a pas de comment dire, de périmètre obligatoire, mais de se dire, tiens, est-ce qu'il y a des endroits que vous avez ou des moments de coinçage, de blocage qui questionnent un peu l'avancée de ces démarches? Est-ce que vous avez des exemples à nous partager? Moi, je veux bien prendre la parole. Avec plaisir. Je suis Lucie de l'association du coup Sound Sister. On vient de se créer justement sur Marseille. On a aussi une association de production qui s'appelle les Merry Pranksters. Et Sound Sister va justement œuvrer sur la question d'égalité des genres dans les musiques actuelles aussi. Et en fait, un des principaux problèmes qu'on a en tant qu'organisateur ou en tant que structure qui essayons de proposer un soutien et un accompagnement sur ces questions, c'est la problématique du financement et du temps aussi, de fait que, en fait, en tant qu'organisateur, il y a une accumulation des besoins et des obligations depuis un certain nombre d'années, que ce soit en termes de sécurité sanitaire et aujourd'hui aussi donc sur les questions de RDR, RSO, RSE et VHSS. Et le problème, c'est que c'est très souvent des lignes qui s'accumulent dans des budgets et des champs qui sont à prendre en interne avec des personnes qui ont déjà d'autres tâches à faire, entre guillemets, et qui doivent prendre ces nouvelles missions en plus. Et il y a donc clairement un moyen financier et un manque de moyens humains et financiers pour réussir à vraiment mettre en place un maximum d'actions, quoi. Merci Lucie pour ce témoignage. Est-ce que d'autres partagent, témoignages? Alors, Solange. Oui, bonjour. Du coup, Solange, moi, je travaille pour le réseau She Said Souffrance, réseau des femmes et minorités de genre dans la musique en France. Et en parallèle aussi, je fais partie d'une association, d'un collectif qui s'appelle le collectif Raymond à Nantes, qui est en mixité choisie. Et dans les deux cas, il y a des réactions que j'ai pu rencontrer sur la question en fait d'être en non-mixité ou mixité choisie, ou d'avoir des projets, des outils qui vont dans ce sens-là, où en fait on se rend compte qu'il y a encore des résistances là-dessus, où il y a des personnes qui continuent qui font un amalgame entre voilà, outils correctifs et exclusion, et qui vont comparer le fait, voilà, par exemple, que certains hommes cis ne puissent pas accéder à certaines actions ou à certains outils, comme par exemple l'annuaire majeur, qui vont considérer ça comme de l'exclusion et qui vont faire des parallèles qui ne fonctionnent pas du tout en disant, voilà, est-ce que vous exclurez des Noirs à votre projet? Et enfin voilà, on se rend compte que l'assimilation des mécanismes de domination n'est pas encore faite, quoi. Voilà. Merci beaucoup Solange. Charlotte, du Gueulard Plus. Oui, bonjour. Alors moi, du coup, je travaille au Gueulard Plus, c'est donc une petite SMAC, mais on est plutôt en ruralité. Et c'est aussi sur la proposition de la mixité, la non-mixité, où au final, pour le coup, je pense qu'en termes de médiation, on arrive, même s'il y a énormément de résistance, on arrive parfois à avoir les arguments qui font que, on arrive à faire passer l'idée. Le problème, c'est qu'on a essayé donc d'avoir des ateliers en non-mixité où au final, on avait très peu de participantes, puisque c'était spécialisé, donc les masterclass, voilà, où au final, s'il n'y a pas beaucoup de musiciennes, on se retrouve avec très peu de musiciennes. On a ensuite fait les ateliers initiation,
où là, on visait pas la non-mixité, mais en faisant des appels clairs dans la communication avec des femmes sur les affiches, en faisant partie intégrante des projets, le projet Les Éclairantes là, qu'on a chez nous qui valorise, qui est là pour les femmes. Mais donc, pas d'obligation de non-mixité. Au final, on se retrouve qu'avec des hommes. En fait, c'est toujours le problème, c'est au final, on essaye d'aller chercher plus de femmes, mais clairement, à part quand on s'adresse aux enfants, où là, on a tout ce qui... voilà, c'est plus facile. Dès qu'on va chercher un peu plus professionnalisation, initiation ou quoi, c'est en fait très difficile de toucher en fait ce public. Donc, voilà, c'est ma difficulté. Merci Charlotte. Est-ce que dans des mécanismes collectifs, certains ou certaines ont rencontré des freins ou des points de résistance qui se sont exprimés au sein des équipes, ou est-ce qu'on a passé ce cap? Je vais poser la même question à Alix et à Cindy et Marion. Est-ce que vous, Alix, quand vous avez mis ou testé le pacte HF, vous avez eu des remontées de résistance, ou alors de points de blocage, ou de difficultés rencontrées à la mise en place de ce pacte égalité? Ouais, c'est intéressant ce qui vient d'être dit. Avant de faire un appel à signature autour du pacte, on avait organisé en Bretagne des rencontres dans chaque département de Bretagne autour des questions d'égalité. Et justement, une des premières questions qui était ouverte à tous les professionnels bénévoles qui sont impliqués dans le secteur. Et en fait, on avait posé une question justement sur les résistances qui étaient rencontrées dans les structures pour mettre en place des projets sur les questions d'égalité. Donc, je pense que c'est un peu toujours les mêmes choses qui reviennent. Il y a un rapport qui avait été publié qui faisait état justement des obstacles qui avaient été identifiés. Donc, il y en a plein qui sont liés à des causes plus structurelles sur les inégalités dans le secteur, le fait qu'il y ait un manque de formation, méconnaissance des enjeux, des difficultés un peu plus structurelles. Mais ce qui était revenu vraiment en premier, c'était la question des résistances, en fait, le fait qu'il y avait des résistances dans les structures, que les personnes qui voulaient mettre en place des projets sur ces sujets étaient marginalisées, étaient des féministes de service, plein de choses comme ça qui revenaient et qui nous... Moi, qui m'avait surprise parce que je ne pensais pas que c'était aussi fort, et surtout qu'on touchait quand même des personnes qui étaient déjà un peu engagées, c'est-à-dire que les structures qui n'étaient pas du tout intéressées par le sujet n'étaient pas présentes à ces rencontres. Et donc, malgré tout, même sur les structures où il y avait des volontés d'agir là-dessus, il y avait des difficultés. Et du coup, nous, on a un peu pensé le pacte aussi dans cet esprit-là. En fait, on s'est dit, en fait, c'est difficile de pouvoir changer chaque personne individuellement et d'espérer que toutes les personnes qui sont résistantes, qui ne veulent pas mettre en place des projets sur ce sujet, arrivent change d'avis. En fait, on n'est pas là pour faire changer les gens, et donc c'est un peu compliqué aussi en tout cas, c'est quelque chose qui peut paraître un peu sans fin, quoi, parce qu'il y a toujours une personne qui sera pas d'accord ou qui ira dire que en fait l'égalité c'est pas nécessaire et tout ça, malgré toutes les connaissances qu'il y a sur le sujet, toutes les explications scientifiques, sociologiques sur la thématique. Et du coup, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était important justement de rassembler un peu ces personnes-là qui soit sont en difficulté dans la structure ou qui juste en fait ont envie de s'engager sur ces sujets, et de leur permettre d'avoir un espace collectif où elles peuvent justement échanger de ça, échanger des résistances, et puis définir en fait des stratégies collectives et se dire ok, si ça passe pas à cet endroit-là, comment est-ce que ça peut passer ailleurs? Et c'est un peu la volonté qu'on avait autour du pacte aussi, puisque on s'est rendu compte que donc souvent les projets sur les enjeux d'égalité étaient portés dans les structures par des femmes qui avaient des postes pas forcément les plus haut placés, en tout cas pas des postes décisionnaires dans les structures, qui avaient pris en charge ce sujet parce que, à titre personnel, elles étaient féministes, elles avaient envie de le faire, et puis aussi parce que, à un moment donné, c'est des sujets qui les concernaient et que c'était juste insupportable pour elles de laisser passer certaines choses et qu'elles avaient besoin d'agir pour que ça avance. Et donc, en fait, parfois, elles ont rencontré des vraies résistances, et parfois, c'était juste qu'elles se sentaient un peu isolées là-dessus, et que justement, elles disaient, en fait, il n'y a pas forcément de vrais projets de structure autour de ça, comment faire pour l'amener? Et donc, on avait un peu cette volonté justement de pouvoir avoir un espace où les personnes qui avaient ces envies de faire avancer les choses puissent se retrouver, puissent en discuter, et puissent aussi construire un peu stratégiquement des trucs collectifs, sortir aussi de l'isolement et de se dire, voilà, est-ce que je suis la seule à vivre ça ou à penser ça, et de se dire effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose à faire ensemble, et d'essayer aussi de trouver des exemples ailleurs, de se dire, si ça s'est fait ailleurs, c'est un moyen aussi pour moi de l'amener dans ma structure et de dire, regardez, telle autre structure l'a fait, un peu des choses comme ça.
Donc voilà, donc effectivement, la question des résistances, on a essayé en tout cas de les travailler par ce biais-là. Et puis, ouais, peut-être qu'on pourra, je vois qu'il y a des questions, je vais Ouais. laisser la Merci parole. beaucoup, Alix. Emma et Justine Noël. Bonjour Emma. Bonjour. Du coup, moi, je suis à Strasbourg. Je fais partie d'un collectif, un bébé collectif qui existe depuis 1 an qui s'appelle le collectif Incisive. Et du coup, c'est un collectif en mixité choisie. Donc, pour l'instant, tout se passe bien et c'est très cool. Mais de la réaction que j'avais, c'était par rapport à mon ancien poste parce que j'ai bossé pendant 7 ans dans une salle de concert avant ça. Et effectivement, ça m'a fait réagir un peu ces histoires de freins ou de gens qui sont contre ouvertement la mixité choisie, ce genre de choses. Je pense que, pour le coup, moi, je me suis un peu confrontée à ça, mais ça s'est assez rapidement effacé parce que justement, il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens-là, et donc il y a une espèce de pression via le CNM, le gouvernement, etc., de bon, ok, il va falloir qu'on avance là-dessus, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Donc je pense que souvent, les réactions sont vachement minimisées, mais du coup, on n'est pas face à un frein direct, mais on est face à quelque chose de beaucoup plus insidieux de ok, tu veux jouer, faire ton truc dans ton coin, vas-y, amuse-toi bien. Et en fait, il y a un immobilisme et un manque d'intérêt profond, et qui est vraiment, je pense, parce que les gens qui sont contre et qui disent moi je suis pas féministe, ça, il y en a de moins en moins parce qu'ils osent moins en moins le dire et qu'il y a de plus en plus de documentation à leur donner. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite où c'est beaucoup plus compliqué, où en fait les gens ont juste un manque d'empathie totale et un manque d'intérêt total, et on se retrouve justement en tant que personne minorisée à se taper tous les visios, les formations, avoir la charge mentale de devoir ensuite former son équipe parce qu'ils y sont obligés, mais ils en ont absolument rien à faire, et que on se retrouve dans un espèce de cercle comme ça où on est très d'accord, on a très envie, on voit qu'il se passe plein de choses intéressantes, et quand on ramène ça, on dit oui, oui, amuse-toi bien, et on laisse ça comme ça, quoi. Donc, comment on fait pour leur faire comprendre qu'ils sont avoir de l'empathie humaine? Merci. Est-ce que Justine, tu voulais intervenir Oui. ou plus tard? Oui, Allez, en fait, bonjour, Justine Noël, je travaille en tant que chargée de projet sur tout ce qui est égalité RSE au Cabaret Aléatoire à Marseille. Mais ça rejoint en fait ce que disait Alix, en effet, sur la sensation d'avoir des postes clés pour l'institutionnel, pour l'intérêt général, tout ça. Et en fait, d'avoir du mal à créer la transversalité sur des cahiers des charges aussi, et de se dire que, mais en fait, enfin voilà, j'ai levé la main avant que t'en parles un peu, Alix, mais c'était totalement ça, en fait, de porter une responsabilité globale, en fait, sur des postes qui n'existaient pas et qui aujourd'hui se sont construits justement avec tous ces engagements qui sont mis en place, et avec tout ce que l'institutionnel aussi nous demande de faire, mais d'avoir la sensation, en effet, de se dire, bah, en fait, moi, parfois, j'ai la sensation que les projets que je porte, bah, en fait, c'est les projets que je porte. Et c'est compliqué parce que même si, enfin voilà, il y a des engagements qui sont pris au niveau de la direction et tout ça, et qu'en fait ils sont très investis depuis longtemps là-dessus. Il y a quand même une équipe tout derrière, et de faire comprendre que en effet tout ça, c'est dans une transversalité de la programmation à l'accompagnement, au recrutement, etc. C'est vrai que c'est un peu compliqué, et souvent c'est un peu la casquette, en effet, bon, bah, c'est les projets de Justine, oui, mais non. Et en fait, il y a un travail quotidien qui donne une charge mentale aussi qui est assez épuisante, j'avoue, parce que c'est pas que les gens sont pas engagés, c'est qu'en fait, à quel moment, en fait, la priorité, elle est vraiment là dans l'écriture d'un projet de direction et de territoire. Donc voilà, c'était un peu en tout cas un témoignage dans ce sens-là, et ça amène justement aussi la question des financements, qui fait qu'aujourd'hui, sur les projets, bah, en effet, s'il n'y a pas les financements, les subventions publiques, bah, en fait, c'est des projets qui ne peuvent pas avoir vraiment lieu. Et en termes de structuration, je sais que c'est des postes aujourd'hui où le CNM ne finance pas concrètement ces postes-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est des choses qui m'ont été dites clairement pour dire, bah, en fait, on ne finance pas ces postes-là directement, parce que si on en finance un, on va devoir en financer plein. Donc, toujours essayer dans cette charge mentale, dans les écritures de projet, à inclure une valorisation de nos postes un peu à chaque fois. Donc, voilà, c'est un peu un global là-dessus, quoi. merci beaucoup, Justine. Estelle.
Oui, je suis là. Bonjour tout le monde. Du coup, Estelle, je suis responsable des actions culturelles au KM, la nouvelle SMAC de La Roche-sur-Yon en Vendée. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression d'être dans un groupe de parole de soutien. On, on est tous à se dire, oui, on est un peu seuls dans nos combats, mais on le fait quand même parce que ça nous tient à cœur. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire tout le monde avant. Sur le côté aussi que c'est souvent un projet porté par souvent une personne dans l'équipe. Pour donner l'exemple, donc nous, on a déposé, la commission devrait nous dire d'ici quelques jours, on vient de déposer un projet pour un séjour musical en mixité choisie pour cet été. Et c'est un peu le seul projet qui est autour de ces thématiques-là dans la SMAC dans laquelle on est. Et c'est vrai que c'est vraiment... Il y a ce projet-là qui est subventionné. Et donc, du coup, comme en plus, c'est quelque chose avec le CNM, donc ça apporte la légitimité. Et il y a d'autres SMAC qui ont pu le faire sur le territoire. Du coup, comme d'autres SMAC l'ont fait, nous, on peut le faire aussi. Voilà, on a beaucoup l'impression que... comme je dis, on est un peu seul sur ces sujets-là et que c'est, par exemple, ce projet de séjour musical en mixité choisie, c'est un projet qui est uniquement porté par notre service. Donc moi, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'assiste en stage pour porter ce projet, mais sinon, il n'y a aucune autre personne de l'équipe qui souhaite prendre part à ce projet. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu seul. Donc, moi, je me posais la question, par exemple, sur le pacte. En fait, moi, j'aimerais bien présenter ce pacte parce que nous, même au sein de l'équipe, il n'y a pas de formation en fait, qui a été faite sur les VSS. Donc, j'aimerais bien porter le pacte et en parler avec les équipes. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si c'est mon rôle, ma place. Je ne suis pas en charge des RH. Donc, moi, je suis en charge de projets. Mais donc, les projets, c'est surtout ce qui est sur l'extérieur et qui va concerner des publics. Mais sur ce qui est de l'intérieur, comment est-ce qu'on fait, en fait, pour réussir à soulever les leviers qui ne passent pas par on passe par un projet, par le CNM, donc du coup c'est subventionné, donc c'est légitimé et c'est porté par une personne de l'équipe et effectivement, comme tu disais, Justine, c'est ton petit projet. Et donc, du coup, c'est ton projet à toi, tu es contente. Et puis, les autres te disent, c'est bien, comme ça, elle a son petit projet, égalité. Mais comment est-ce qu'on fait pour essayer de faire ces leviers et juste déjà les 3 premiers points du pacte, c'est juste déjà les 2 premiers, ou même le premier ou les 3 premiers, ce serait bien. Comment est-ce qu'on fait en fait pour faire comprendre que ce sujet-là n'est pas que pour une personne qui est une personne militante dans l'équipe, mais qui peut être en fait, et qui est important, qu'il soit un projet global d'équipe. Et ça, vraiment, je me pose vraiment la question. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ce webinaire de l'OKM. C'est pour comprendre quels outils, en fait, on pourrait avoir pour déjà enclencher ça en interne et pas que sur les projets. Voilà. Merci beaucoup, Estelle. On note toutes vos questions. Alors, derrière le réseau Grabuge, c'est peut-être Marion? Oui. Bonjour. Moi, j'ai vraiment envie de rebondir sur plein de choses parce que tout ce qui a été dit fait tellement écho avec le travail qu'on peut mener sur le réseau. Moi, ce que je voulais dire, c'est un petit peu aussi, c'est réinsister là-dessus. Excuse-moi, Marion, peut-être nous dire ce que c'est que le réseau Grabuge, juste pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Tout à fait. Donc, le réseau Grabuge, c'est le réseau des musiques actuelles en Grand Est. Et moi, je suis chargée de mission pratique responsable, donc avec des missions liées à l'éco-responsabilité, la santé, l'égalité, la diversité, etc. Et moi, je suis vraiment marquée par le fait que sur ces sujets, donc on a une commission qui travaille sur ces thématiques, etc. Et c'est vraiment, je dois avoir un homme en fait dans cette sous-commission, c'est que des femmes, quoi. Et j'ai l'impression que c'est vraiment des questions qui sont vraiment prises en charge par les femmes pour les femmes. Et c'est vraiment, je trouve que c'est hyper fatigant. Pour le coup, la mixité choisie dans les ateliers, peut-être des résidences d'artistes, etc., c'est vraiment super pour libérer des choses, se sentir dans un environnement safe, etc. Mais pour travailler sur ces questions, c'est vraiment pénible, je trouve, de ne pas avoir plus d'hommes qui s'y mettent. Parce que du coup, ça donne vraiment l'impression que voilà, c'est le relais féminin de qui vient. Et moi, des fois, je me pose la question de est-ce qu'il ne faudrait pas aussi un peu que les salles
je dis pas obligation, mais à un moment donné, désigne aussi les hommes pour travailler sur ces questions, parce qu'à un moment donné, c'est un peu fatigant comme ça de porter ces projets à bout de bras entre femmes. On a l'impression qu'on fait ça que pour nous, alors que c'est pour un environnement de travail global. Enfin voilà. Et moi, ça m'interroge un peu de voir qu'il n'y a pas plus d'hommes qui se saisissent de ces questions. Enfin, déjà rien que la visio d'aujourd'hui témoigne un petit peu de ça. Donc c'est un petit peu dommage parce que sinon, ça donne vraiment l'impression d'être voilà, d'être dans notre coin à vouloir nous imposer, alors que ça doit être une réflexion globale, commune, portée par tous. Donc ça, je trouve que c'est quand même, enfin rien que ça, c'est quand même déjà un peu un frein, quoi, que ce soit pas une question qui soit pas saisie plus globalement. Et aussi, il y a une chose moi qui me frappe pas mal aussi, c'est dans les salles qui sont pas, enfin les salles, les structures qui sont pas forcément très très avancées sur ces actions, c'est vraiment le côté de se satisfaire d'une action, quoi. On fait un truc, on a formé sur un aspect. Par exemple, on dit voilà, nous on est bon sur la programmation, on a un bon équilibre dans la programmation femmes-hommes, mais on fait rien sur les VHSS. Ou alors c'est super, on a 2-3 femmes cadres, mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on fait pour je sais pas moi, pour le volet artistique, est-ce qu'on accompagne beaucoup d'artistes femmes? Ouais, donc je trouve qu'il y a aussi ce truc de se satisfaire d'une action et de mettre sous le tapis un petit peu le reste, qui est un peu problématique. Donc ça, je pense que c'est intéressant d'avoir vos documents comme le pacte, etc., parce que ça permet de dire voilà, c'est une démarche globale, on ne se satisfait pas parce qu'on a fait un truc qui est pas trop mal, quoi. Voilà ce que j'aurais voulu rajouter. Merci Marion. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Cindy et Marion, peut-être vous, on va terminer, on va boucler cette première phase de questions, mais ça reste ouvert, hein, n'oubliez pas. Vous, est-ce que vous avez identifié dans les retours de structures qui se sont lancées dans le label égalité des questionnements justement qui rejoignent cette entrée des points de résistance ou des endroits de blocage? La question des points de résistance, nous, on est en fait, elle se pose effectivement, et c'est aussi pour ça qu'on a mis en fait en prérequis la question des formations des équipes. On ne va pas parler que des gérants-gérantes, on va parler des formations des équipes, et c'est l'importance en fait, et c'est là où on va avoir un levier d'action pour enclencher les formations des équipes pour toutes les. En fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CNM oblige. Si on veut des aides, etc., toutes les institutions vont obliger au minima à faire une formation. Donc, à partir de ce moment-là, on a un levier qui est économique. On va pouvoir intéresser des gens qui ne sont pas intéressés à ces sujets-là. Donc, on ne va pas les intéresser au sujet en lui-même, mais ils vont lancer la démarche qu'ils n'auraient peut-être pas lancée au départ. Et en formation, ce qui est intéressant, c'est que quand on va former toutes les équipes, donc quand on demande à avoir vraiment les personnes qui seront permanentes dans les équipes, on va créer du débat en fait. Donc à partir de ce moment-là, on va créer du débat et on va faire tomber des résistances. On se rend compte que comme c'est des sujets qu'on ne met jamais sur la table, à partir du moment où on les met sur la table en formation, il y a des résistances qui tombent. Et il y a en fait des salariés qui vont oser dire des choses qui ne se disent pas en temps normal, des employeurs qui vont un peu tomber des nues et qui vont se poser des questions et se remettre en cause. Et c'est à partir de ce moment-là où on se dit, voilà, on va établir un plan d'action. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est qu'en fin de formation, ils aient un plan d'action. Donc, on a un plan d'action avec au minima des points instaurés régulièrement sur ces sujets-là, avec des deadlines, avec une répartition des tâches, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas forcément, on n'est pas des grosses structures, on a peu de moyens humains, financiers, etc. Et l'idée, c'est de ne pas mettre la charge toujours sur la même personne, effectivement, et donc se dire qu'on se met des objectifs qui sont atteignables. Donc, on se fait une réunion de 2 heures par trimestre avec toute l'équipe. Ce n'est pas un truc complètement délirant à mettre en place dans une structure. Et où à chaque réunion, on se dit, on se penche sur tel sujet, telle personne fait ça, telle personne fait ça, telle personne fait ça. Et en fait, plus on en discute, plus les freins ils tombent, plus les résistances elles tombent, et plus on arrive à répartir les tâches de façon aussi équitable. Et on a aussi des hommes qui s'intéressent, et on va avoir des techniciens, régisseurs qui vont faire tomber des idées reçues comme, je ne sais pas, hein, c'est des choses bêtes, mais comme... oui, on a besoin d'avoir des hommes forts à la technique, en régie. Et ben, c'est quand c'est des hommes qui vont nous répondre, mais pas du tout, on a plein de femmes, elles sont super occupées, au taquet, machin, pas de problème, je préfère bosser avec elles qu'avec lui, tu vois. Donc, c'est le débat qui se crée, et c'est là que c'est intéressant, et c'est là où on va intéresser les gens et où on va réussir à avoir
des hommes qui vont prendre position et peut-être se mettre sur un sujet, une action concrète qui ne va pas lui prendre non plus trop de temps. Et voilà, l'idée, c'est de se dire, on fait ces points un petit peu régulièrement et on ne met pas la charge de travail sur la même personne tout le temps, en fait. Et puis, en effet, comme elle disait, pour rebondir, parce qu'on parlait aussi de non-mixité tout à l'heure, nous, évidemment, on reste persuadés qu'il y a besoin d'espace en non-mixité. Ça fait du bien. D'ailleurs, on est presque un espace en non-mixité aujourd'hui. Il y a quelques garçons quand même, hein, mais bon, on a compté tout à l'heure. Ça serait représentatif, justement, de ce que vous disiez. Pour autant, on sait aussi que, malheureusement, ou plutôt malheureusement, que ça reste quand même aussi les hommes qui ont les pouvoirs de décision la majeure partie du temps. Et donc, comment on fait aussi, justement, pour essayer de les avoir en tant qu'alliés d'une certaine manière. Alors, évidemment, il y en a, c'est pas possible. Parce qu'ils ne changeront pas leur comportement, mais on en a d'autres, on sait aussi, qui peuvent nous aider d'une certaine manière sur certains points. Et on pense que c'est important d'arriver à trouver un moyen de les catcher. Alors, ce n'est pas forcément évident tous les jours, mais c'est vrai que nous, souvent, on entend... En fait, souvent, c'est de la mésinformation. C'est un peu fou. Hein. On a parfois vraiment des patrons de festivals qui pensent qu'en 20 ans, il n'y a jamais eu d'agression sexuelle au sein de leur festival, quoi. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est de l'ignorance ou est-ce que c'est un manque d'information? Je ne sais pas. On ferme les yeux, tout simplement. Ouais, voilà. Effectivement, on ne met pas le sujet sur la table. Et que, mais c'est un peu frustrant parce qu'effectivement, là, il y a des choses ça bouge en fait, et on aura envie que tout bouge d'un coup, d'un seul, etc., très rapidement. Mais en fait, c'est une pierre après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et en fait, ça va prendre du temps et ça va mettre des années avant de changer. Et en fait, tant que la transition ne se sera pas faite, effectivement, de dire on a mis en place une petite chose, une petite chose, une petite chose, et que aussi, dans son recrutement et sa façon de fonctionner, on n'aura pas fait évoluer les choses en profondeur, enfin, dans sa structure, en fait, il n'y aura pas un vrai changement qui va s'opérer. Donc, c'est des choses qui prennent du temps, des choses qui vont prendre 2, 3, 4, 5 ans à partir du moment où on est dans un processus de remise en question, dans un travail de re-questionner le fonctionnement de sa structure en lui-même, son recrutement, et comment est-ce qu'on fonctionne en interne pour que justement on ait d'autres points de vue à des postes clés, à responsabilité, qui vont faire que logiquement le fonctionnement de la structure va découler, va découler différemment derrière. Mais même si c'est hyper frustrant, c'est des étapes qui prennent énormément de temps, mais l'essentiel, c'est de les enclencher aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup pour vos témoignages à toutes et tous. Chloé, est-ce que tu peux nous présenter tout d'abord ton endroit de travail qui est donc à quel endroit toi tu travailles et qu'est-ce que tu fais qui est un peu différent du nôtre ce matin? Oui, absolument. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Chloé et toutes. Je suis Chloé Esdrafo et je travaille pour une structure que j'ai créée qui s'appelle Les Perspectives. Et l'idée de mon travail, c'est d'accompagner à la fois sous format individuel et sous format collectif les questions de travail, donc sous forme de coaching individuel autour de voilà, c'est compliqué pour moi au travail aujourd'hui, réfléchir à ce qui est en jeu pour soi. Et puis, j'interviens aussi dans les organisations sur des questions RH, sur des questions de cohésion d'équipe, sur des questions d'organisation interne, sur des questions de communication interne. Voilà, c'est très important pour moi d'être sur ces deux endroits-là, parce que ça me permet à la fois dans des accompagnements individuels d'avoir une conscience de la place du collectif et comment le collectif il agit sur l'individuel, et de la même façon, comment l'individu il agit sur le collectif. Donc, j'ai vraiment les deux endroits, et pour moi, c'est très précieux d'avoir ces deux endroits-là. J'interviens essentiellement dans le milieu de la culture, et de plus en plus dans un milieu qui est pour moi proche aussi dans les préoccupations en tout cas, qui est le champ médico-social. C'est des endroits dans lesquels il y a un peu de souffrance, ou un peu beaucoup, selon. Et ça, c'est vraiment quelque chose de transverse. Il me manque l'éducation et le soin, et je pense que je serai à tous les endroits qui sont un peu malmenés en ce moment. Merci. Voilà. Donc, moi, donc, je suis pas spécialiste comme vous sur les questions d'égalité. En revanche, mon endroit d'expertise, il est vraiment dans l'accompagnement des structures et notamment dans l'accompagnement au changement. Peut-être avant de reprendre un peu des différents éléments que j'ai entendus, je vous propose juste un petit exercice sur la question du changement. Si tout le monde peut ouvrir son chat, et puis vous posez la question et de répondre extrêmement spontanément, qu'est-ce que c'est le changement pour vous? Si vous pensez à la question du changement, alors,
le changement dans la structure. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Et je vous laisse écrire les mots qui vous viennent. Ouais. Ouf, ça va vite, ça va vite. Ok. Ok, alors, vous pouvez continuer et moi, je vais vous lire déjà ce que je vois. Et je vous demande de prêter l'oreille. Donc, il y a transformation, évolution, retournement, travail, amélioration, ouverture, progrès, évolution, changement de repère, concertation, fin des dominations, émancipation, progrès, ouverture d'esprit, adaptation, évolution, cheminement, évolution, amélioration, prise de conscience, peur, collaboration, évolution, cycle, ouverture, recrutement, équité, faire différemment, discussion, remise en question, enraciné, dynamique, amélioration, progrès, amélioration, équité, évolution, humanisme, écoute, remise en question, collectif, progression. Bah, c'est extrêmement positif. C'est extrêmement positif. On a peur, remise en question. Donc là, on a une acceptation extrêmement positive de la question du changement. La question de la peur qui arrive ici, la question de la remise en question, bon, alors c'est un peu moins présent là, donc ça ne va pas aller hyper dans le sens de ma démonstration. Mais l'idée, c'était de vous montrer qu'avec la question du changement, on a tous des représentations. Pour certains, la question du changement, c'est la question du travail. Ou pour certains, la question du changement, c'est la question de la peur, mais aussi de l'évolution. Donc, vous allez être face à des gens… Alors, attendez, j'en ai un dernier qui arrive, accompagnement. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez être face à des équipes pour qui le changement, il va y avoir autant de représentations de changement qu'on en a là. Alors là, vraiment dans des acceptations positives, mais vous êtes là aussi parce que vous êtes déjà dans une forme de changement. Mais si moi, quand je pose ces questions-là, il y a la peur, c'est une chose qui revient très régulièrement. Il y a l'inconnu qui revient très souvent aussi. Et dans l'inconnu, si on déplie dans l'inconnu, il y a tout ce qui est excitant, mais il y a aussi toutes les peurs. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui régulièrement la zone de confort. Donc, comment d'un coup, on va quitter une zone de confort. Il y a des habitudes qui vont être bousculées. Il y a tout ça. Ça veut donc dire que les résistances, alors on va se parler à la fois des résistances internes et des résistances collectives, mais avant la résistance collective, il y a la résistance interne et il y a tout ce qu'on se représente du changement. On parle en plus de changements profonds, sociaux, accompagnés d'un changement sociétal, donc, qui est vraiment très, très profond. Donc là, on est en plus sur des thématiques qui ne sont pas que des thématiques organisationnelles, mais qui sont au service d'un changement, d'une transformation sociale qui est profonde et qui est à l'œuvre en ce moment. Dans moi, ce que j'attrape, que j'ai un peu entendu avant de vous raconter un peu moi, la façon dont je travaille autour de la question du changement, c'est d'abord une chose que je n'avais pas vraiment anticipée, mais qui est bien réelle, c'est que la résistance, elle n'est pas que dans l'équipe. C'est vrai que j'avais un peu imaginé là qu'on pouvait se parler de la résistance dans l'équipe, mais en fait, ce qui a été amené aussi, c'est qu'il n'y a pas que de la résistance dans l'équipe, mais il y a aussi de la résistance auprès des bénéficiaires et des publics. Effectivement, en fait, je n'avais pas vraiment entendu. Donc, il y a vraiment cet endroit-là que vous avez nommé. Ce dont vous avez aussi beaucoup parlé et que j'attrape et dont on va se reparler, c'est aussi la question du temps que ça prend. C'est-à-dire qu'en fait, le changement profond, ça prend du temps. Le fait que sur le label avec Axrite, il y a vraiment des paliers. Donc, ça parle vraiment aussi du temps que ça peut prendre. J'ai entendu aussi parler de douceur. Et ça, c'est vraiment un thème que j'attrape parce que je pense que le changement, il nécessite une forme de douceur, en tout cas une forme d'accompagnement. Quelqu'un a parlé dans le changement, le dernier mot qui est arrivé finalement, c'était accompagnement. Et ça, moi, ça me semble fondamental comme élément. Il y a beaucoup été question de comment on transforme entre guillemets, une préoccupation individuelle, qui pourrait être vue comme une
préoccupation individuelle, comment on fait pour que cette préoccupation individuelle et la charge mentale qu'elle implique à l'échelle d'une personne deviennent une préoccupation collective. Dans la façon dont je le dis, il y a quelque chose d'extrêmement volontaire. Malheureusement, ça ne peut pas être aussi volontaire que ça, parce qu'on n'est pas tout seul à le faire. Et donc, c'est effectivement comment on va rendre une chose transversale, c'est une chose peut-être qui peut, au départ, est un peu un endroit de la réflexion individuelle. Voilà, je m'étais noté comment on passe au on et c'est quoi le on aussi, parce que finalement, on, c'est qui est-ce qui prend la parole, comment la parole elle devient un peu collective. Et puis, il y avait aussi cette chose-là que je trouve intéressante, qui est le rôle, la place et la légitimité pour enclencher le changement. D'où il vient, qui est-ce qui amène le changement. Je voulais aussi juste dire une chose qui n'a pas été nommée là, mais qui pour moi est importante, c'est-à-dire que je dirais qu'il y a 3 endroits de la résistance. Il y a l'endroit de l'équipe, il y a l'endroit des bénéficiaires, que je n'avais pas vraiment anticipé, mais il y a aussi l'endroit de nos propres résistances. C'est-à-dire que, alors, pas forcément dans nos résistances au changement, mais dans nos résistances aux difficultés de changement des autres. C'est-à-dire qu'est-ce que ça va chahuter chez nous aussi d'être face à ces résistances. Donc, il y a aussi toutes les peurs qu'on a, que vous avez peut-être à votre endroit à vous, qui font aussi partie d'une forme de dynamique. Et le changement, c'est vraiment une dynamique du groupe. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir en tête, je pense que, peut-être je vous propose que plutôt que de résistance, on parle de préoccupation. Vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi, mais ça m'intéresse là qu'on se parle de préoccupation. Simplement, dans le mot résistance, il y a quelque chose qui fait frein, et dans préoccupation, il y a quelque chose qu'on va pouvoir aller questionner, et plutôt aller dire, bah, c'est quoi la préoccupation qui est en jeu là. Ça a l'air d'être une forme de sémantique, mais en fait, c'est assez utile. C'est déjà une façon de passer dans le changement que de changer de terme. C'est un peu banal de dire ça, mais de moins parler de résistance que de préoccupation, et les préoccupations de chacun et les préoccupations collectives. Et surtout, ces préoccupations-là, je crois qu'elles sont bien réelles, même quand il y a le changement à souhaiter. On va pouvoir se parler de ça, ou peut-être que vous l'avez, enfin, c'est déjà présent, mais comment le changement il est vécu par les équipes. Si on parle de l'endroit des équipes pour l'instant, est-ce qu'il est subi? J'ai l'impression qu'assez souvent, il a l'air d'être subi. Est-ce qu'il est subi souhaité, c'est-à-dire, bon, je suis un peu passif, mais oui, pourquoi pas. Voilà, il y a plusieurs niveaux, alors pas d'adhésion, mais plutôt déjà de se positionner face au changement que vous avez envie d'amener. Et donc, c'est bien, même face à une équipe qui semble axée au changement, c'est bien d'avoir en tête qu'il va y avoir quand même des préoccupations qui vont sans doute émerger. Donc, juste pour vous redire ça, moi, je vous propose qu'on imagine que les préoccupations, elles sont aussi à l'œuvre chez nous, et c'est bien d'en prendre conscience. Voilà, je vous propose qu'on parle plutôt de préoccupations, c'est un peu plus souple, que aussi l'accompagnement au changement, cette notion-là qui est très à la mode dans les entreprises, tout ça, ça fait partie du rôle de la gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a un vrai... ça incombe vraiment aux gouvernances que d'accompagner tous ces changements-là. Il y a besoin d'une présence de la gouvernance à cet endroit-là. Et les changements profonds, ça prend du temps. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Et puis aussi, une chose qui est très importante, et alors qui n'est pas facile à observer, c'est que tout le monde ne va pas être au même niveau de préoccupation ou au même niveau de résistance dans l'équipe. C'est aussi ce qui crée parfois un avancement qui est parfois un peu disparate. Donc, j'ai bien conscience que là, ce qu'on va se dire et ce que moi, je peux amener comme proposition d'outils, j'ai conscience et je l'ai entendu à nouveau là, le problème de temps, le problème d'argent, le problème que c'est du fait d'amener une mission à une structure qu'il y en a d'autres. Donc, tout ça, et la charge que ça représente. J'en ai conscience, donc voilà, donc je le dis, tout en le disant, on pense à des choses qui vont prendre du temps, qui vont être difficiles à mettre en place, qui vont être chronophages. Voilà, bon. Après, on verra comment on peut naviguer avec ça. Le premier outil que je voudrais vous partager, c'est un outil justement autour de la question des préoccupations. Alors, ce n'est pas un outil que je vais vous communiquer là, je vous l'enverrai, je le donnerai à Stéphanie pour qu'elle puisse vous l'envoyer après.
Mais c'est justement la question des préoccupations. C'est-à-dire que quand vous amenez un changement, donc là, je vais parler de la question du changement en général. On verra comment, je vais aller assez vite, comme ça, vous pourrez voir comment vous pouvez vous l'approprier et comment ça peut marcher sur cette question de progresser sur l'égalité. Voilà. Mais l'idée, c'est qu'il y a plusieurs endroits de préoccupation. Et le premier endroit pour un salarié, quand il y a quelque chose qui se passe à l'échelle de la structure, ou même pour un bénévole, c'est la question extrêmement personnelle, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui va m'arriver avec ce changement-là? Qu'est-ce que ça va impliquer pour moi? Et à cet endroit-là, je crois qu'il y a vraiment une chose à clarifier autour des peurs. En tout cas, aller interroger les peurs que ça représente. Aller vérifier qu'est-ce qui est en jeu pour toi à cet endroit-là. C'est quoi ta préoccupation à cet endroit-là? Aller absolument écouter les bruits de couloir. Essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se balader. C'est quoi les rumeurs? C'est quoi, enfin, qu'est-ce qu'on se représente et qu'est-ce qu'on peut s'imaginer d'énorme derrière ce truc-là? Ou de pas énorme, mais un peu d'où vient la méfiance. Et du coup, ça demande vraiment une forme de transparence dans, évidemment, ce qu'on veut mettre en place, mais aussi d'aller vérifier auprès de la personne, c'est quoi ta crainte, quoi, c'est quoi ta peur? En fait, cette question-là, ce n'est pas une question qu'on pose beaucoup, mais peut-être c'est une question qui peut se poser extrêmement frontalement, quoi. De quoi tu as peur à cet endroit-là? Donc ça, c'est vraiment le premier endroit. L'idée des différents endroits dont je vais vous parler là, vous allez voir ces différentes étapes, elles nécessitent vraiment des vrais temps d'écoute et d'échange. Et en fait, pour tout le monde, quand on passe par ces différentes étapes-là, c'est difficile d'aller à l'étape suivante tant qu'on n'est pas rassuré sur la première. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir s'interroger sur le collectif tant que pour soi, il n'y a pas un truc qui est un peu clarifié. Donc, qu'est-ce qui va m'arriver? Une fois que c'est un peu clair, qu'on a pu mettre au clair ces questions de peur, ces questions de qu'est-ce que ça va chahuter chez moi, et la personne est un peu rassurée, la personne, elle va s'interroger sur une étape suivante, c'est-à-dire, mais est-ce que c'est vraiment réaliste pour la structure? Est-ce que vraiment la structure, elle s'engage là-dedans? Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'on s'engage là-dedans? Et là, il y a un vrai truc, je trouve, à partager qui est vraiment fondamental. C'est justement comment on partage cette question de façon transversale. C'est-à-dire, en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, comment c'est une problématique de la structure et pas une problématique d'une personne. De plus en plus, maintenant, ces missions-là, elles font vraiment partie du projet d'établissement. C'est une excellente nouvelle. Mais du coup, ça repose la question de comment on le partage, comment, une fois par an, je ne sais pas, au séminaire de rentrée, cet axe-là, il devient un axe prioritaire. Et comment il est nommé comme un axe prioritaire et comment il est nommé. Alors après, dans le cadre de ce séminaire-là, si vous faites des séminaires de rentrée, c'est l'occasion de rappeler les différentes étapes, etc. Mais surtout, comment il est nommé comme un axe prioritaire et comment, à cet endroit-là, il est partagé à tout le monde. Ça veut donc dire que il faut montrer à cet endroit-là comment l'ensemble de la gouvernance, elle est investie à cet endroit-là. Donc, ça nécessite que ce soit partagé par la gouvernance. Voilà, c'est peut-être aussi une autre question. Mais enfin, en tout cas, ce qui fait légitimité, c'est aussi ça. C'est aussi comment c'est dans le projet, et comment c'est porté par la gouvernance. Donc voilà, c'est la deuxième étape. Après, qu'est-ce qui m'arrive, c'est est-ce que c'est vraiment partagé par tous? Et ensuite, c'est en quoi ça va consister. Donc, c'est vraiment, est-ce que ça va changer des choses sur mon poste? Est-ce que quotidien, c'est quoi les choses concrètes qui vont se produire? Donc, c'est pareil, enlever les fantasmes à cet endroit-là. Est-ce que ça veut dire qu'on est tous obligés d'écrire une écriture inclusive? J'entends ça, des résistances à cet endroit-là, par exemple, sur un truc. Voilà. Donc, qu'est-ce que dans mon quotidien, ça va changer aussi au travail? À quoi on s'engage, etc. Donc, c'est vraiment remettre de la clarté sur tout ça. Et ensuite, une fois que tout ce gros morceau-là, bon, je vous le partagerai parce que c'est un peu dense, hein, mais une fois que ce morceau-là, il est vécu par les équipes, ensuite, on vient dans une phase qui est plutôt une phase qu'on peut imaginer plutôt une phase d'adhésion. C'est-à-dire que vous avez fait la plus grosse partie, c'est-à-dire vraiment de communiquer sur le dispositif et sur les différentes étapes de changement. Et après, on passe à une phase qui est plus une phase de comment je vais soutenir le projet. Et c'est là, moi, je crois. C'est là, je pense que la phase de formation, elle peut arriver. C'est-à-dire, je pense qu'avant, elle est un peu tôt, la phase de formation. En tout cas, sur la question du changement en général. C'est-à-dire que maintenant qu'on a compris
quel est mon périmètre? Ça va pas trop, ça va, c'est safe, je peux y aller, etc. Maintenant, je peux me former. Donc, c'est maintenant, est-ce que je vais être capable de m'adapter? Donc, je me forme. Comment on va pouvoir s'aider entre nous? Quelle place je prends dans les comités de réflexion? Et enfin, comment on peut améliorer ça? Et là, il y a vraiment ensuite, outre les outils que vous allez proposer, c'est-à-dire qu'est-ce que les équipes elles vont proposer, elles, comme outil qui leur ressemble, c'est-à-dire comment elles deviennent en fait acteurs. Bon, tout ça, c'est quand ça marche très bien, c'est voilà. Mais ce qui est intéressant pour moi de vous amener, la réflexion que j'essaye d'amener à cet endroit-là aussi, c'est vraiment les temps d'écoute et comprendre à quel endroit se situent vos équipes, sachant que il y a quand même des chances que vos équipes ne se situent pas toutes au même endroit. Mais est-ce que là, il en est encore à avoir peur de qu'est-ce que ça va lui faire pour lui, quoi? Quel pouvoir il va perdre? Est-ce qu'il est à son endroit à lui, quoi? Enfin, voilà, vraiment comprendre. Et ça nécessite aussi une vraie écoute du salarié et aussi, ça nécessite pour moi un autre endroit qui est un autre endroit des préoccupations, c'est d'être très clair sur vos intentions à vous. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai attrapé va falloir qu'on avance là-dessus, que tu le veuilles ou non. En fait, il n'y a pour moi aucun jugement sur cette phrase-là. Il y a juste, c'est très clair ce qui se passe là. Et ça, en fait, je crois que ça peut être nommé aussi. C'est-à-dire, moi, je t'accompagne. Je suis OK pour t'accompagner dans cet accompagnement-là. Je vais accompagner les équipes à cet accompagnement-là. Sachez que le cadre, c'est celui-ci. Et la souplesse qu'on va trouver, c'est sur la façon dont on va avancer ensemble. Peut-être, mais il y a un cadre. Donc, c'était très clair, juste parce que l'endroit de la clarification, c'est aussi une chose que moi, je vois régulièrement, c'est-à-dire, j'ai envie de chercher une forme d'adhésion auprès de mes équipes, mais est-ce que j'ai vraiment envie de trouver une forme d'adhésion? Est-ce que moi, je sais comment on y va ou est-ce que vraiment, j'ai envie de chercher ensemble? Ou alors, là, à cet endroit-là, on va chercher ensemble et il y a d'autres endroits, on ne va pas chercher ensemble parce qu'on y va, je veux que ça avance. C'est d'être hyper clair aussi. C'est très important qu'il n'y ait pas une forme d'impression de manipulation des équipes. Ou que certaines personnes aient le sentiment d'être manipulées. Et pour ça, plus vous êtes clair sur ce que vous nommez et sur la façon dont le chemin que vous avez envie de donner à ce parcours-là, plus moins il peut y avoir de fantasmes de manipulation. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce qu'on peut échanger là-dessus? Est-ce que vous avez des choses que vous avez envie de partager à ce stade? Ok. Et alors, si moi, Chloé, j'ai une petite question. Tu nommais, tu parlais des équipes, mais quand on est sur, le niveau hiérarchique n'est pas forcément vertical. Est-ce que ça se fait avec des collègues? Tu vois, quand on est, il y a des exemples de projets qui ont été cités et où c'est porté par un service d'action culturelle, une chargée de projet, des choses comme ça. Du coup, tu vois comment là, ça s'articule entre collègues et pas forcément d'un niveau hiérarchique. Oui, tu as raison. C'est une bonne question. Je pense que ça peut être cette question de la préoccupation chez les personnes qui sont en résistance, elle ne se pose pas de façon, pour le coup, verticale. Elle se pose vraiment dans l'échange. Et poser la question de mais qu'est-ce qui te préoccupe à cet endroit-là? Elle peut se poser entre collègues. Il y a la question quand même un peu de la légitimité à amener le changement à cet endroit-là, quand même. Elle n'est pas forcément hiérarchique, mais elle est plutôt qui je suis dans la structure. À quel endroit ma mission, c'est d'amener ce changement-là, quoi. Et ça, la légitimité, elle vient de toute façon du projet. Pour moi, la chose la plus légitime, c'est quand même le projet. Ce qui signifie quand même, pour beaucoup de structures, un éclaircissement du projet. C'est quand même un préalable pour beaucoup de structures. C'est-à-dire comment on intègre au projet d'établissement. C'est-à-dire que ça, le projet d'établissement, c'est quand même ce qui fait foi. Je ne dis pas que toutes les équipes sont toujours à fond derrière le projet. Mais enfin, c'est quand même ce qui fait un peu foi, quoi. D'ailleurs, on pourrait imaginer que c'est une forme de profession de foi à l'intérieur du projet qui pourrait être de dire on s'engage à ça. Le projet s'engage à ça. Et du coup, effectivement, tu as raison. C'est pas parce que dans les structures d'entreprise, moi, j'ai un peu en tête aussi. Alors, pourtant, c'est quand même pas. Je travaille essentiellement avec des associations, mais il y a quand même toute cette notion aussi de rendez-vous
c'est des petites structures, donc de rendez-vous individuels très réguliers, d'échanges très réguliers. Mais ces questions-là de préoccupation, elles peuvent se faire à l'échelle aussi d'une réunion, moi je crois. Il faut faire attention, il faut être extrêmement délicat à ceux dont on va se parler, mais tout à l'heure, Cindy et Marion parlaient du fait que ça crée du débat, et que c'est quand ça crée du débat qu'il y a aussi des résistances qui tombent. Effectivement, moi, je pense que la question de résistance ou de la préoccupation au changement, elle tombe dès qu'il y a une forme de non pas de transparence, mais de rendre visibles les questions, quoi. Et aussi d'aller dire, mais en fait, tu sais, moi, ce que je me raconte, c'est que tu as peur est-ce que tu penses que ça peut vraiment… est-ce que tu penses que si on fait une référence qui tourne, ça, c'est une des options aussi, faire en sorte que la question les comités de pilotage, etc., tourne, quelqu'un disait, est-ce qu'on peut désigner quelqu'un? Moi, je crois qu'il faut désigner quelqu'un. Il faut désigner quelqu'un, mais il faut désigner quelque chose qui tourne, pour que chacun puisse s'approprier, parce que ça prend du temps aussi de s'approprier une question. C'est-à-dire de la même façon, si quelqu'un signe le pacte, si une structure signe le pacte, comment l'état des lieux il est réalisé et comment il est partagé à l'échelle de la structure et pas à l'échelle du référent. Vous voyez, ce n'est pas exactement la même chose si un référent répond au pacte et fait un retour aux autres, que si tout le monde, comment à un moment tout le monde peut répondre au pacte, le remplir et dire, tiens, moi j'arrive à ces points-là, et toi, tu arrives à quel point, etc. Ça peut vraiment être un outil partagé à ce niveau-là. Et c'est intéressant de voir comment quelqu'un va dire, parce qu'il y a certains items qui sont très larges, qui sont un peu, plus abstraits, d'autres pas plus abstraits, mais plus larges, auxquels on a plusieurs façons d'y répondre, ou d'imaginer plusieurs actions qui existent dans la structure, comment certaines personnes ne voient pas que cette action-là répond à tel critère. Donc là, ça permet aussi de mettre de la clarté. Et là, pour le coup, il peut y avoir un truc très transversal et extrêmement impliquant, je pense. En fait, c'est la question de l'engagement de chacun. On ne peut pas transformer les personnes, j'ai entendu ça tout à l'heure. Non, on ne peut pas du tout transformer les personnes, et puis c'est peut-être pas le sujet. En revanche, on peut travailler à l'adhésion. On peut travailler aussi à soi-même remettre en question à la forme d'adhésion celle de la structure, c'est-à-dire dire, nous, on a prévu ça, repenser l'ambition. Alors, je pense qu'il faut être ambitieux, mais avoir vérifié avec tout le monde, est-ce que ça semble réaliste? Comment chacun s'y engage? Comment… vous savez, la politique du plus petit pas possible, du PPPP, plus petit pas possible, mais que chacun s'engage sur un pas quand même, quoi. Et ça, les objectifs communs, c'est pas forcément très long, mais pour la personne qui est référente, c'est de dire à quoi on s'engage tous cette année, quoi. Et comment on y revient une fois par trimestre, ou comment… Un autre outil dont je me servais beaucoup, mais qui me semble plus complexe aujourd'hui, parce que finalement, j'aime bien mettre de côté la question de la perte. Vous connaissez sans doute la courbe du deuil, je la mettrai si vous voulez, qui est tout ce par quoi on passe quand il y a une forme de changement. C'est-à-dire que d'abord, il y a souvent une forme de colère, une forme de dépression, avant une forme d'adhésion. Et le problème de cette courbe-là, c'est qu'elle parle d'une perte. Or, je pense que là, dans le sujet qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller nommer ce qu'on gagne. Et ça, c'est intéressant d'amener des équipes aussi entre elles à réfléchir pour chaque service, par rapport aux bénéficiaires, mais par rapport à soi, à penser tous les niveaux dont on parlait tout à l'heure, par rapport à soi, par rapport au collectif, par rapport aux bénéficiaires, qu'est-ce que ça apporte? Et mettre de la clarté là-dessus, quoi. En termes de transformation sociale, évidemment, mais pas que, quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose avec tout ça, ou de dire non, mais moi je vois pas comment ça peut marcher, ou je sais pas, réagir? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà testé les choses dont Chloé a parlé, ou voilà. Si c'est… Ouais. Attends, si, ça peut faire avant. Putain, on était cassous. On vous entend. On vous entend, hein, Cindy, Marion. J'arrive pas à lever la main. Mais tu peux parler, Cindy, pas de souci.
Non, effectivement, c'est intéressant et ça rejoint ce qu'on disait. Je pense qu'effectivement, il y a la question de l'impulsion qui est un peu compliquée dans nos milieux et on est vraiment sur on faisait des toutes petites structures souvent. Et c'est aussi comment est-ce qu'on va lancer cette impulsion parce que on parle de collectif, etc., machin, mais d'abord, il faut lancer l'impulsion et pour qu'elle se fasse, il faut quand même que la direction derrière, on disait sur des systèmes verticaux quand même, aille valider le fait qu'on lance toutes ces démarches, etc. Et je pense que c'est vrai que la première question qu'il faut se poser, c'est comment nous, en tant qu'équipe, on va pouvoir aller aussi intéresser en réalité notre direction à ces questions-là pour enclencher toutes ces actions à mettre en place, à mettre en œuvre et effectivement, qu'est-ce que ce projet va apporter donc, au projet de l'entreprise qu'on disait tout à l'heure et comment ça va valoriser l'entreprise. En gros, ce qui va intéresser la direction, parce qu'on ne va pas se mentir, ce qui va intéresser la direction, c'est comment ça va valoriser mon entreprise, à quel endroit est-ce que ça va pouvoir faire rentrer des soins à un moment donné, parce que si on valorise une entreprise, on va plus facilement pouvoir obtenir des subventions derrière, etc. Et c'est un peu de se demander effectivement comment on va toucher nos directions pour enclencher l'impulsion et mettre les choses en œuvre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a d'autres partages, retours ou questions à ce stade-là? Justine. Ah non, pardon, excuse-moi, je vois pas la petite main. Non, non, je me suis juste trompée de main, mais je voulais intervenir, mais du coup, j'ai applaudi quand même. C'est symbolique. Non, mais moi, je rejoins tout ça et je suis complètement d'accord avec... en tout cas, ça me parle beaucoup en termes d'outils et tout ça. Chloé, ce que tu dis et même ce que disent Cindy et Marion, c'est juste que, en fait, dans nos postes, enfin, en tout cas, moi, je sais dans celui que j'ai, c'est qu'il n'y a pas que ça, en fait, aussi. Et donc, c'est toujours la question du temps et tout, et que oui, l'impulsion, en fait, elle est importante et ça a déjà été fait, hein, les équipes ont été formées par Consentis, tout ça, enfin, il y a des choses déjà. Mais en fait, il y a une impulsion à un moment, il y a des réflexions, il y a une énergie un peu collective de c'est autour de ça, là, on voit, il se passe quelque chose, et du coup, c'est à nous, enfin, moi, du coup, à ce moment-là, de saisir ce moment-là pour dire, OK, autant tant que le fer est chaud, on y va. Et en fait, après, 2 jours après, chacun retourne à ses occupations et il y a un truc qui fait qu'on essaie de garder cette dynamique-là. Et en fait, ça s'essouffle et c'est malheureux. Et c'est pour ça que je pense que l'accompagnement et d'avoir des structures externes, des personnes externes qui puissent donner des objectifs à court, moyen, long terme, ce qui permet en fait d'avoir une direction aussi qui, en fait, au-delà de l'équipe interne qui va pouvoir en fait impulser les choses, les actions, les moments. Je trouve que d'avoir un tiers, ça permet aussi de donner un cadre qui nous essouffle pas aussi, parce qu'en fait, au-delà de l'interne, il y a aussi, comme je disais, tous les autres projets en externe, etc., qu'il y a à mettre en place. Et il y a l'activité de la structure et pas que. Enfin, il y a tout ce qui engendre autour de ça. Donc, je pense que ces dispositifs d'accompagnement, en tout cas, qui amènent au changement, ça permet aussi justement de se dire, en fait, oui, il y a un tiers personne et on épuise moins parce qu'en fait, le problème face à tout ça, c'est qu'il faut du temps. Et en fait, ça crée des turnovers dans les équipes parce qu'on est fatigué. Et donc, en fait, à chaque fois, ça retourne de zéro aussi parce qu'une autre personne reprend le relais. Qu'est-ce qui a été fait et tout ça. On reprend une dynamique et hop, on en recrée une autre. Et en fait, on se retrouve dans des structures où même s'il y a une impulsion, même s'il y a un projet un peu global autour de ça, en fait, on n'arrive quand même jamais à arriver à des objectifs en étant juste nous avec notre structure, quoi. Voilà. Cindy et Marion, vous avez trouvé la main levée. Oui. On s'est d'abord pris la tête toutes les deux en mute et c'est bon.
Non, mais je pense qu'en effet, ce que tu dis, Justine, c'est une réalité. Hein. C'est une réalité aussi pour les associations. C'est une réalité aussi, par exemple, pour nous. Hein. On ne va pas se mentir. Hein. On est épuisés, honnêtement. Maintenant, je pense qu'on essaye aussi de s'appuyer. Enfin, là, je parle, nous, de nos expériences personnelles, justement, sur un maximum de petites rencontres avec d'autres personnes, en effet, qui sont dans d'autres structures, et se donner de la force comme ça tant qu'on peut. Il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. Là, je crois vraiment, c'est un peu prendre sur nous et essayer de s'entourer un maximum de personnes quand même autour. Ouais, puis il faut bien définir le rôle du ou de la référente en fait aussi, parce qu'en fait, le ou la référente, tout ne doit pas peser sur ses épaules. En réalité, le ou la référente, elle est là juste pour organiser le truc, justement, faire en sorte que ça continue, faire un planning, distribuer les tâches, vérifier l'avancement des trucs. Mais ce n'est pas à la référente ou au référent de faire toutes les actions. C'est-à-dire qu'on décide collégialement lors des réunions qui va faire quoi, et la référente, elle coordonne les actions, le ou la référente va coordonner, va faire en sorte que ça perdure, mais en aucun cas, toutes les actions doivent reposer sur le ou la référente en question, parce qu'en fait, ce n'est pas possible. Sinon, on crée un poste dans ce cas-là. Ce n'est pas possible. Donc, le rôle de la référente dans n'importe quelle entreprise, de toute façon, c'est de coordonner, d'organiser et de faire en sorte que ça perdure. En aucun cas, le ou la référente doit porter toute la responsabilité de toutes les actions et de créer des outils et de faire les choses, etc. Non, ça, parce que sinon, effectivement, on ne s'en sort pas, quoi. Et puis de l'envisager un maximum en duo, en effet, un peu comme la Sécu en volante, ils sont toujours à deux, et ben bon, et idéalement paritaire. Et ben moi je prends un peu le même exemple. Normalement sur les référentes, c'est idéal d'avoir paritaire, ou en tout cas éventuellement pas que des nanas, en effet, parce qu'au bout d'un moment, c'est pas tout le temps à nous aussi d'avoir ces charges-là, et de se dispatcher le taf un maximum. Ouais. Alors après, c'est vrai que dans certaines structures, évidemment, personne ne veut le faire, quoi. C'est ça qui est compliqué. Et le but, c'est pas de leur imposer. Donc, encore une fois, comment on fait pour les attirer, c'est vrai que c'est pas évident. Il y a aussi la question de si c'est porté par le projet, si ça fait vraiment partie du projet d'établissement, en fait, il y a un outil qui est la fiche de poste. Et dans la fiche de poste, il peut y avoir, alors ce n'est pas une obligation certes, la fiche de poste, mais enfin quand elles existent, ça peut, le fait que chaque salarié de la structure ait en charge une partie des différentes missions, ça peut vraiment être un levier. C'est-à-dire que du coup, c'est repenser la fiche de poste et ajouter cet élément-là à la fiche de poste. Et par ailleurs, la référence, il faut qu'elle tourne. Moi, je pense vraiment qu'il faut qu'elle tourne et que ça ne peut pas être toujours la même personne. Et évidemment, le binôme, c'est fondamental. Et aussi, ce que j'entendais à Justine dans ce que tu disais, c'était aussi comment, parce que tu disais il y a du turnover, etc., comment on capitalise les choses qui ont été mises en place. Et ça, c'est vrai qu'il y a un vrai truc à trouver, mais ça, pour chaque structure, j'imagine, hein, je pense vraiment, c'est quoi les outils qu'on crée à l'intérieur de la structure, comment on les partage et comment on les garde, et comment on ne repart pas de zéro, parce que sinon, c'est infernal. Et aussi pour que du coup, ce soit à la couleur de la structure et pas à la couleur du référent. Parce que c'est ça qui crée aussi de la confusion, c'est-à-dire que si c'est à la couleur de Justine ou si c'est à la couleur d'une personne, ça veut dire que c'est de la préoccupation de la personne. Or, l'idée, c'est de faire collectif. Enfin, en tout cas, c'est de créer ce fameux « on » dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, non, c'est la structure qui raconte ça. Et ça, moi, je le vois vraiment beaucoup. Ça, je le vois, des personnes qui sont un peu volantes, qui sont représentées dans des réseaux, dans des structures, mais qui représentent la structure, mais qui, en fait, n'amènent pas la structure, qui viennent, elles. Ça, c'est vraiment un truc, c'est extrêmement visible de l'extérieur. C'est hyper préjudiciable pour les structures. Enfin, ça ne repose pas sur la personne en elle-même, hein, ça repose sur la structure. Mais ça, c'est très visible pour de l'extérieur. Moi, je le repère, quoi. Et ce n'est pas rien, du coup, en termes de communication vers l'extérieur, pour le coup, et vers les bénéficiaires. Ouais, j'avais envie de rebondir un petit peu là-dessus. Et aussi, je pense que c'est aussi important de préciser qu'en fait, il faut aussi, d'entrée de jeu, se mettre d'accord avec son employeur sur le fait que ce n'est pas du travail en plus à effectuer, en fait. C'est un travail c'est une tâche qu'on vous attribue dans votre cadre de travail. Donc, en fait, c'est peut-être déjà de dire, on attribue, je ne sais pas, à la référente ou au référent, le fait qu'il travaille pendant une demi-journée, je ne sais pas, je dis une connerie, hein, mais une demi-journée par mois sur ces questions-là, et que chaque personne qui est en charge d'une mission, à chaque fois, elle a 1 heure ou 2 heures dans la semaine qui sont dégagées pour travailler sur ces questions-là, en fait. Sur son temps de travail, en fait. Pas en dehors de son temps de travail. Alors, je sais que la réalité du terrain chez nous, elle est compliquée, parce que nos temps de travail, de toute façon, on les dépasse
amplement par rapport à la légalité du temps de travail normal. Mais en fait, je pense que c'est quand même important de le cadrer et d'entrée de jeu, de dire, voilà, une fois par mois, il y a 4 heures pour le ou la référente pour travailler sur ces sujets-là. Chaque personne en charge d'une mission, elle a 1 heure ou 2 heures sur son temps de travail pour travailler sur sa mission. Après, on définit comme on veut, hein, mais il faut définir, quoi. Il faut le définir et il faut le partager. C'est-à-dire le partager au sens où c'est très important aussi que les équipes, elles en aient conscience. Parce que si, enfin les autres de l'équipe en aient conscience. Parce que si la chargée de prod, elle a une demi-journée par semaine sur ce volet-là, c'est un moment où on prend soin de ce temps-là, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas la chercher sur d'autres sujets à ce moment-là. Donc on valorise aussi, ça veut dire que c'est un truc, et c'est pour ça aussi que le mettre dans la fiche de poste, ça rend officiel, c'est à partir du moment où la fiche de poste n'est pas un truc qui reste dans un tiroir, mais à partir du moment où elle est partagée, ça c'est vraiment fondamental, parce que ça veut dire aussi que tout le monde a conscience qu'à un moment, dans le temps de travail global de la structure, il y a du temps qui est dédié à ça. Enfin, je te rejoins vraiment, Cindy, là-dessus, sur comment on peut le rendre visible, quoi. Bon, et la question du temps de travail dans nos champs est un autre sujet. Il y a une question dans le chat sur le financement des formations possibles en dehors des organismes recommandés par l'AFDAS, qui prennent en charge 100% du budget de formation. Moi, je n'ai pas tellement de réponse. Enfin, si ton OPCO est l'AFDAS, je ne vois pas comment… Je ne connais pas d'autres circuits, en tout cas pour les salariés. Après, sur certaines catégories, genre demandeurs d'emploi, il y a des régions ou des départements qui, des fois, financent de la formation. Mais peut-être d'autres personnes dans le webinaire ont des réponses. Mais… Ouais, alors il y a effectivement, en fonction de là où on habite, là où la structure est domiciliée et de sa forme, etc. Comme tu disais, les collectivités locales ou territoriales qui peuvent aider à financer. Sinon, le Centre national de la musique ne va pas financer à 100%, mais va financer environ 50%. Dans certains cas, aujourd'hui, parce qu'ils ne prennent plus en charge à partir de 2023 50% des formations, comme c'était le cas jusque-là, parce que c'était aussi un accord avec eux pour justement lancer l'impulsion au départ. Maintenant, ils vont prendre en charge que les formations qui ne sont pas prises en charge par l'AFDAS, justement, mais que des organismes qui sont référencés, qui sont Calliope. Donc, en fait, les organismes qui ne sont pas Calliope ne vont pas être référencés à l'AFDAS, donc ça va devenir un peu plus compliqué. Mais par contre, effectivement, si vous n'avez pas… Le seul truc qu'on a, ça va être les collectivités locales, mais il faut que l'organisme soit Calliope, quoi qu'il en soit, pour que le CNM finance. Après, ça ne veut pas dire qu'un organisme Calliope, il est référencé par l'AFDAS. Hein. Il n'aurait peut-être pas fait la demande, j'en sais rien, il faut demander en fait. Mais et sur les salariés, sur les salariés, Cindy, les collectivités, c'est compliqué, parce qu'il y a des OPCO qui sont faits pour ça. Oui, je sais. Voilà. En fait, tout ce qui va être pris en charge par l'OPCO, aujourd'hui, le CNM ne va pas prendre en charge. Par contre, tout ce qui n'est pas pris en charge par l'OPCO, ça va être pris par le CNM. Donc, ça va être plus destiné aux associations qui travaillent sans salariés, etc. Si on veut faire former ces bénévoles, tout ce qui va sortir du cadre des financements au PCO. Mais par contre, effectivement, un organisme qui ne sera pas certifié Calliope, il n'y aura pas de financement possible. Enfin, ça va être très compliqué. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais… Pour les structures qui ont un peu plus d'argent, moi, ça arrive de plus en plus d'être embauché directement par les structures, de plus en plus. Mais ce n'était pas la règle jusqu'à présent, et il faut quand même avoir une ligne de budget là-dessus. Hein. Mais ça peut se faire par le biais de ça peut se faire parallèlement, parce qu'il y a des personnes là qui sont pour le coup en gestion de structure, ça peut se faire sur des questions justement d'organisation interne. Ça peut être des questions qui sont abordées dans l'organisation interne. Ça fait complètement partie du sujet, quoi. Du coup, faire deux choses en même temps, quoi. Et juste par rapport à ça aussi, les employeurs, ils ont des obligations de sensibiliser les salariés sur les questions de violence sexiste et sexuelle. Ça fait partie aussi de la prévention. Et donc, en fait, dans ce cadre-là, ça peut être effectivement à l'employeur de prendre en charge une formation de ce type-là. Surtout qu'après, il y a plusieurs sujets qui peuvent être abordés. Mais si on parle des
des formations sur les violences, c'est intéressant de les faire en équipe, justement, et que ce ne soit pas chaque salarié qui individuellement aille solliciter son OPCO pour aller faire une formation. Et bon, c'est clair que ça a un coût, mais voilà, encore une fois, c'est des choix aussi de où est-ce qu'on met l'argent. Et puis, ça va dans le sens de comment ça intéresse la structure et pas la personne, quoi. Enfin, pour ne pas faire peser sur une personne. Et Chloé, juste sur au-delà de l'impulsion, c'est ce qu'on a abordé tout à l'heure aussi, dans l'impulsion de projet, dans les phases de mise en œuvre et voire de bilan, qu'est-ce que toi tu observes justement sur cette adhésion d'un collectif ou ces points de blocage? Le pire étant que parfois, je n'ai pas l'impression de l'observer, mais je ne l'observe pas, mais on pourrait imaginer le scénario catastrophe serait on a mis ça en place et qu'est-ce que vous observez et qu'on ne nous réponde rien. Ce n'est pas le cas. Mais prendre le temps d'observation de ce qui s'est produit est vraiment fondamental. C'est-à-dire effectivement une forme d'auto-évaluation de ce que ça a changé, de ce que ça a bougé. Comment ça a bougé à tous les niveaux, à mon niveau, au niveau de l'organisation, au niveau de l'extérieur. C'est vraiment prendre des temps pour clarifier ça, quoi. Et ça, je crois que ce qui est intéressant pour les personnes qui sont soit référents, enfin qui portent du coup le changement à ce moment-là, c'est de faciliter l'exercice pour que ce soit des personnes qui aillent, que ça se fasse à l'endroit collectif. Enfin, moi, ça fait partie des choses que je fais quand je travaille avec les gens, c'est-à-dire que moi, je facilite plus. C'est-à-dire que je suis là, je leur dis, tiens, alors, comment vous allez réfléchir à comment ça a bougé? Et du coup, c'est l'équipe en elle-même qui va réfléchir à ce que ça a fait changer pour elle. Ce qui veut dire qu'elle est beaucoup plus créative sur les façons dont elle va nommer ce qui a changé pour elle. Elle peut avoir envie de le dessiner à l'échelle de l'équipe. Bon, ce n'est pas un truc qui vient spontanément, hein, mais il faut quand même que vous ayez apporté des feutres. Ou alors envie de l'écrire sur des grands panneaux, etc. Ça a l'air d'être des outils un peu comme ça, un peu annexes, mais qui ne sont pas inintéressants parce qu'ils amènent vraiment un autre regard sur l'action. Donc, ça peut être vraiment et valoriser les toutes petites choses. Ça a changé un petit truc avec tel partenaire. En fait, c'est fondamental. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a un peu dommé maintenant. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'aller observer même dans la petite chose et voir comment ça participe d'un ensemble. Mais je n'observe pas, quand on prend le temps de regarder comment les choses ont agi, je n'observe jamais que ça n'a pas agi. Dans rien, je veux dire en général, à partir du moment où on s'arrête et qu'on observe, il faut vraiment avoir des équipes, ça arrive, hein, il faut vraiment avoir des équipes hyper en résistance, quoi, qui veulent, mais là c'est un autre problème, je pense. Il faut aller chercher un autre endroit, c'est pas lié au sujet. Et donc tu vois, quand on prend le temps, en général, il y a un gros travail de valorisation. Et ça, c'est une étape, alors tu l'as dit, indispensable, mais j'imagine indispensable aussi si on veut aller plus loin et continuer une suite. Tu as raison, parce qu'en fait, ça va avec état des lieux et projection. Ça va ensemble, ouais, carrément. Ouais. Enfin, je pense que c'est un tout. Enfin, faut, comme en plus, ce que disait Justine aussi tout à l'heure, ou quelqu'un d'autre, je sais plus, disait, faut pas épuiser. En fait, c'est ça, le risque aussi, c'est d'épuiser, de revenir toujours avec le même sujet. C'est-à-dire que le moment où vous captez une forme d'attention, là, il faut s'en saisir, il faut la saisir, il faut saisir ce temps-là. Donc, c'est un temps d'observation et un temps de projection. OK, on a fait tout ça, on peut valoriser ça. C'est quoi l'étape d'après? Pour ça, les outils de Hackfight et de Pacte sont super utiles. Ça peut vraiment être ça, hein, je pense, l'objet d'observation. Même votre DUER, hein, moi j'aime bien revenir dessus, mais intégrer ces questions au DUER qu'on connaît tous dans la culture, c'est vachement intéressant pour faire son bilan et mener ses axes d'amélioration pour l'année d'après. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, commentaires ou partages d'expériences ou de solutions que vous avez pu mettre en place ou de rencontrer? Enfin, n'hésitez pas. On arrive tranquillement vers midi et sur la fin de ce webinaire, mais on a un petit peu d'espace-temps encore pour échanger s'il y a des choses qui restent dans vos questionnements ou vos envies de partage. Il y a une question aussi, peut-être que tu as vu Stéphanie, non, dans le chat. Ouais, sur la place des boîtes qui sont embauchées, des boîtes de sécu qui sont embauchées. Ouais.
Alors, quel levier pour les boîtes de sécu qui ont souvent une place dans les protocoles VHSS, mais qu'on ne peut pas inviter dans nos formations parce qu'on ne les embauche pas directement, contrairement à l'équipe techniciens et bénévoles? C'est vrai que c'est une grande problématique. Pardon, je me suis lancée d'un coup. Vas-y, je t'en prie. C'est vrai que c'est une grande problématique, hein, dans le sens où c'est les premiers qu'on voit lorsqu'on va à un événement, c'est les derniers qu'on voit aussi, c'est les premiers donc, qui sont en contact avec le public. Comme la plupart le savent, en effet, la majeure partie du temps, c'est des prestataires et ce n'est pas des personnes qui sont au sein des structures, même si quelques boîtes, quand même quelques clubs vont embaucher au moins le chef sécu, mais c'est assez rare. Dans les faits, nous, ça nous arrive quelquefois quand même d'avoir des festivals ou des salles en fait qui vont en effet payer la formation pour leur chef sécu. Ouais, parce qu'en fait, on a quand même en général une boîte de sécu avec laquelle on travaille à l'année, un chef sécurité qui revient d'année en année, etc. Enfin, c'est quand même des choses quand on est un peu installé. Souvent, on va quand même travailler avec les mêmes personnes et on peut les intégrer aussi quand même comme ces techniciens, ces bénévoles à l'équipe en fait. Parce que c'est vrai que quand on va demander vraiment en fait aux boîtes de sécu de prendre en charge ces formations-là, en général, elles vont nous dire qu'ils ne sont jamais sûrs que leur sécu après aille dans une autre boîte. Enfin bref, on rentre en fait dans des histoires de compétition et de crainte de mettre de l'argent sur ses propres salariés ou prestats. Et c'est vrai que mettre la charge sur les agents de sécu, clairement, on sait qu'ils n'ont pas forcément déjà des salaires mirobolants et ce serait assez, en tout cas pour nous, on n'imagine pas ça possible. Donc c'est vrai qu'ils ont des formations extrêmement restreintes hein, sur ces questions-là. Ils ont la même que s'ils allaient faire sécu au supermarché du coin, alors qu'on n'est pas du tout sur la même typologie de public. Et la troisième possibilité, en fait, c'est qu'un jour ça passe au CPF, en effet, et que ce soit leur point CPF qui prenne en charge les formations, mais autant vous dire que c'est des très très longs processus. De toute façon, pour l'instant, ces formations-là ne sont pas reconnues par France Compétences, donc on n'est pas prêt d'y arriver. Mais par contre, en tant que contractant avec les boîtes de sécu, en fait, on se pose toutes ces questions-là. On a envie d'aller dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on commence à faire signer des chartes à nos sous-traitants, par exemple, en disant que nous, on veut travailler qu'avec des agents qui ont été formés. Alors, quand il y en a un, bon, la boîte, elle va se dire, on s'en fout, etc. Mais quand ils vont se rendre compte que toutes les personnes dans la culture avec qui elles travaillent vont commencer à vouloir faire signer des chartes, à demander des agents de sécurité qui ont été formés, etc., à un moment donné, c'est pareil, ça va prendre du temps. Mais ils vont finir par se poser la question, en fait. Parce qu'à un moment donné, si vous dites, moi... si mon chef sécu, au minimum le chef sécu et les référents sécu n'ont pas été formés pour restituer dans les équipes, en fait, je vais ailleurs. Parce qu'il y a quand même aujourd'hui pas mal d'agents, on en voit pas mal en fait des agents de sécurité en formation. Et donc, en fait, il va y avoir de plus en plus de choix et de plus en plus de possibilités de faire pression en tant que contractant sur les boîtes de sécu. Et eux, ils vont recevoir de plus en plus de demandes, de plus en plus de demandes. Et en fait, c'est aussi comme ça, nous, à notre niveau, on va aussi pouvoir faire changer les choses avant de parler d'être reconnu par France Compétences, de passer dans le CPF, parce que là, on en a pour 15 ans. Merci. Moi, j'ai une petite question pour Alix. Tu disais, l'intérêt aussi derrière l'outil en ligne qui est le pacte, c'est aussi tous les échanges au niveau régional qu'il y a entre les structures signataires. Est-ce que si sur une autre région, un collectif souhaite mettre en place cette démarche, tu vois, de transposer alors l'outil est en ligne, tu nous l'as dit, il est accessible, mais est-ce que du coup il y a l'idée d'un appui ou d'un transfert d'expérience? Est-ce que ça vous a déjà été demandé? Ou est-ce que tu vois sur cette création aussi d'un réseau via l'utilisation du pacte, d'un réseau d'échange entre personnes qui sont sensibles à ces questions et qui sont chargées de les mettre en œuvre? Comment ça se passe? Oui, parce que c'est vrai que je ne sais pas si c'était clair, mais en fait, le pacte, il fonctionne au niveau régional. Enfin, c'est aussi lié au financement qu'il y a sur mon poste. Et puis, on y voyait un intérêt à avoir quelque chose d'assez restreint pour pouvoir avoir des rencontres qui sont en présentiel. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez riche. Donc, il n'est pas ouvert à signature pour des structures qui ne sont pas en Bretagne, même si, effectivement, comme on le disait, elles peuvent l'utiliser en interne. Et du coup, il n'y a pas de souci pour le reprendre, même l'adapter, en faire quelque chose qui peut être propre à sa région, enfin dans un autre type de réseau.
Nous, on a déjà été contactés par des réseaux qui ne sont pas dans le secteur de la musique, mais par exemple dans les arts visuels ou même dans le sport, qui voulaient en fait reprendre un peu le pacte, le transposer avec des actions différentes, plus adaptées à leur secteur, en rajouter certaines. Et évidemment, il n'y a pas de souci pour le faire. C'est un outil qui est public et qui peut être réutilisé. Donc en fait, donc voilà, faut pas hésiter à me contacter. Et effectivement, on peut en discuter aussi. Puis c'est vrai que, comme je le disais, on commence à avoir un peu du recul là-dessus. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on l'a mis en place. Donc il y a aussi des nouvelles questions qu'on se pose et c'est toujours intéressant d'en discuter. Enfin, je sais que les échanges qu'on a eu, notamment, c'est avec un réseau qui s'appelle Art Contemporain en Bretagne qui est en train de le transposer. C'était super enrichissant aussi de voir comment elles s'en sont saisies et quelles sont les autres questions en fait, que ça a posées. C'est venu nous re-questionner aussi sur certaines choses. Donc, oui, il n'y a pas de souci pour s'en saisir et pour me contacter pour en discuter, quoi. Merci. Est-ce qu'il reste des questions ou des envies de témoignage? Alors, sinon, on vous transmettra donc via la même liste sur laquelle vous avez eu l'info de ce webinaire, à la liste d'égalité, très rapidement le lien vers l'enregistrement et des documents ressources qui ont été partagés tout au long du webinaire. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, vos interventions et puis vos partages. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée.